Chapitre 1. Les cloches commencent à sonner. Les cloches de Saint-Dominique n'avaient été pas sonnées depuis une génération, et il était généralement admis au village de Rose Hill que ce son n'était pas vraiment le bienvenu. L'église se dressait légèrement à l'écart de la rue principale, entourée d'ifs et de pierres tombales en ruine, son modeste clocher longtemps silencieux, à l'exception des rares coups de l'horloge. Pourtant, en ce matin de juin, le village s'éveilla au son sonore des cloches qui se balançaient dans l'air pur de l'été, un bruit à la fois festif et inquiétant. Madame Harriet Pottle, qui dirigeait le bureau de poste et était toujours la première à annoncer les nouvelles, déclara aussitôt que c'était un signe de changement, et peut-être pas pour le mieux. Monsieur et Madame Briggs, chez le marchand de légumes, marmonnèrent qu'ils n'avaient rien entendu de ce renouveau et le considéraient comme une grande perturbation de leur sommeil. Mais d'autres, surtout les plus jeunes, trouvèrent ce bruit revigorant, une joyeuse annonce que quelque chose se passait enfin dans leur paisible coin d'Angleterre. L'occasion, comme beaucoup le savaient, était l'arrivée d'un visiteur de marque. Le révérend Cyril Denham, récemment nommé vicaire, avait invité le célèbre Hercule Poirot en personne pour prendre la parole lors de la fête au profit de la fondation du toit de l'église. Que le célèbre détective belge apparaisse dans un village aussi modeste étonna tout le monde, même si les avis divergeaient quant à la pertinence de combiner enquête et collecte de fonds pour l'Église. Malgré tout, la fête promettait d'être la plus mémorable depuis des années. En milieu d'après-midi, la verdure devant l'église était un reflet de l'été anglais. Des stands de confiture, de travaux d'aiguille et de scones maison bordaient l'herbe. Une fanfare jouait avec des décalages de temps en temps. Des enfants couraient, des brioches à la main, et des dames en robe d'été se disposaient autour des tables de thé. Miss Jane Marple, assise à l'ombre d'un tilleul, observait tout cela avec son intérêt discret habituel. Ses yeux bleus, doux et discrets, ne manquaient pas les nuances qui flottaient sous les bavardages polis. « Quelle excitation !» dit Madame Dolly Bantry, qui avait insisté pour accompagner son ami. « Imaginez Poirot en personne. Je suis sûr qu'il aura l'air étrange, moustache cirée et chaussures vernies. On se demande comment le pauvre homme se débrouille dans la campagne anglaise. » Miss Marple sourit faiblement. Elle connaissait M. Poirot depuis des années. Les journaux étaient remplis de ses exploits. Elle se demandait avec sa douceur quel genre d'homme il allait devenir. Mais elle avait aussi remarqué, malgré cette gaieté, une tension particulière chez certains villageois. Madame Denham, la nouvelle épouse du pasteur, voltigeait avec une gaieté forcée. Le jeune monsieur Howard, l'organiste, semblait pâle et distrait. Et près du stand de gâteaux, deux femmes chuchotaient avec une intensité qui suggérait bien plus qu'une simple discussion de recettes de gâteaux. Les discours d'ouverture commencèrent par le vicaire lui-même, suivi d'un bref mot de bienvenue du maire. Puis vint Hercule Poirot, petit, impeccable, avec des moustaches aussi resplendissantes que la rumeur le laissait entendre. Il parle avec courtoisie, avec une pointe d'humour, de l'importance de la communauté, de la vigilance et de la vérité. Son accent, étranger mais précis, donnait à ses paroles une étrange portée. Les villageois applaudirent, même si plusieurs semblèrent vaguement perplexes, comme s'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de ce qu'ils avaient entendu. C'est sous les applaudissements que retentit le premier cri, un cri aigu, surpris, interrompant les applaudissements et les bavardages. Toutes les têtes se tournèrent vers le porche de l'église, où une petite foule confuse s'était rassemblée. Poirot lui-même se dirigea aussitôt vers le tumulte, tandis que Miss Marple se levait plus lentement, son tricot toujours à la main. Sur les dalles de pierre, juste devant la porte, gisait le corps d'un homme. Il était vêtu de ses plus beaux habits du dimanche, bien que sa veste fût déboutonnée comme à la hâte. Son visage était pâle, ses yeux ouverts, le regard fixe. Un programme gisait à côté de lui, piétiné. Quelque part dans l'église, les cloches sonnèrent à nouveau, lourdes et solennelles, bien qu'aucune main ne tirât sur leurs cordes. Pendant un instant, la scène resta étrangement immobile. Le soleil d'été sur le cimetière, les visages effrayés,
le tintement incongru de la fanfare qui s'arrêtait net. Puis des voix s'élevèrent, alarmées et spéculatives. Quelqu'un déclara qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Un autre murmura qu'il s'agissait de poison. Madame Pottle affirma avoir vu l'homme vivant quelques minutes auparavant. Miss Marple, se frayant un chemin à travers la foule, pencha la tête pour observer la silhouette au sol. Elle ne parla pas, ni ne cria. Elle se contenta d'observer l'angle des mains, l'expression du visage, le détail curieux de la poche de la veste légèrement retournée. De petites choses, peut-être. Mais Miss Marple avait toujours su que ce sont les petites choses qui révèlent la vérité de la nature humaine. Ainsi, sous la gaieté estivale de Rose Hill, la première ombre était tombée. On ne se souviendrait pas de cette fête pour ses discours, ses tombolas, ni même pour le célèbre Monsieur Poirot. On s'en souviendrait pour la mort, et pour le mystère qui venait à peine de naître. Chapitre 2. Les ragots se chevauchent avec les cloches. Pendant un instant, l'après-midi d'été sembla retenir son souffle. La silhouette du porche resta là où elle était tombée. Les villageois reculaient ou avançaient selon leur tempérament. Et du haut de la vieille tour, les cloches, après avoir sonné leurs notes surprenantes, s'installèrent enfin dans le silence, comme si l'église elle-même avait été rappelée à la bienséance. Les instruments de la fanfare s'abaissaient avec hésitation. Monsieur Pritchard, premier cornet, polissait son embouchure avec un mouchoir et ne regardait personne. Le révérend Cyril Denham, plutôt pâle et le col de travers, fut le premier à trouver sa voix. « Mes amis, si vous voulez bien, un peu d'espace, s'il vous plaît. » Il le dit avec cette faible autorité qui caractérise un homme habitué à parler au milieu des fleurs en chair. Les gens s'écartèrent. Une femme près du porche se mit à pleurer doucement. Son ami la tapota avec une gentillesse vigoureuse qui ne parvint pas à calmer ses sanglots. Le docteur Léonard Sykes, qui tenait un cabinet modeste près du pont ferroviaire et arborait une moustache discrète qui inspirait confiance, s'avança aussitôt. Il s'agenouilla près de l'homme tombé, et sa vivacité professionnelle étouffa tout commentaire superflu. Les observateurs répétèrent la phrase « Docteur est là », comme s'ils l'avaient personnellement convoqué. Miss Marple, placée en position avantageuse, à l'écart de la foule, observait sans en avoir l'air. Elle remarqua la façon dont la veste du mort s'était tordue sous son épaule, la légère rugosité de la peau de sa main droite, et une trace pâle sur la pierre près du seuil, comme si quelque chose de légèrement gras l'avait effleuré. Elle ne se baissa pas. Elle aurait le temps pour cela plus tard, le temps aussi pour se souvenir. Miss Marple avait découvert depuis longtemps que si l'on laissait la mémoire poser les choses avec douceur, le souvenir était précis. Si l'on se jetait dessus, les bizarreries s'échappaient comme de petits oiseaux entre les doigts. Hercule Poirot resta immobile, la tête légèrement baissée. Depuis le sentier, mademoiselle Dolly Bantry murmura « Est-ce qu'il récite une prière ?»« Non, ma chère, » dit Miss Marple, non sans gentillesse. « Il regarde. » dit Dolly apaisée, « je suppose qu'il fait ça très bien. » Un murmure parcourut la foule lorsque le docteur Sykes se leva. « Il est bel et bien mort, » dit-il avec cette légère inspiration qui accompagne une certitude humaine exprimée à voix haute. « Il faut appeler la police. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir donner votre nom à Monsieur Denham ou Madame Denham avant de partir. » Il regarda le révérend. « Et vicaire, on pourrait peut-être protéger le porche ?»« Bien sûr, bien sûr. » Le révérend, les mains tremblantes, donna des instructions hâtives. Une nappe, rapidement récupérée sous la tente à thé, fut épinglée pour former un rideau convenable. Madame Denham, grande, avec une grâce flottante qui aurait pu être de la sérénité autrefois, se déplaçait d'une main habile malgré son visage tendu. La femme du pauvre homme. Quelqu'un. Oh, Madame Pottle, cela vous dérangerait-il ? C'est Monsieur Roland Fitch, annonça Madame Pottle du ton de quelqu'un qui prononce un titre. Ses lèvres, par prudence, restèrent immobiles. De la Grange. Il devait ouvrir la tombola avec Monsieur Poirot, à ce qu'on m'a dit. Trésorier de la caisse du toit et un homme très généreux. Quel dommage.
Aussitôt, les têtes se tournèrent avec curiosité, comme pour toute identité dévoilée. Roland Fitch. Son nom courait sur le green comme un fil. Quelques-uns parurent surpris, la plupart non. L'argent de M. Fitch, ses opinions tranchées et son habitude de sourire avec les dents mais pas avec les yeux, avaient été l'objet de nombreuses discussions à Rose Hill depuis son arrivée 2 ans auparavant. « Mort ?» dit le colonel Arbuthnot, qui avait commandé un bataillon dans 3 pays et qui commandait maintenant ses roses avec la même férocité mesurée. Absurde. Je l'ai vu il y a 1 heure seulement. Un verre de limonade à la main. Fort comme un cheval, ce type. Les hommes forts meurent subitement, dit Madame Pottle d'une voix basse qui résonnait comme un cri. Ça arrive tous les jours. Même si c'est vraiment dommage, c'est sûr. Poirot, qui avait une remarquable aptitude à se placer précisément là où l'information avait le plus de chances de passer, inclina la tête vers la receveuse. « Madame, vous connaissez les bonnes gens d'ici. Auriez-vous l'amabilité de me présenter ceux dont, comment dire, l'intérêt est le plus personnel ?» Madame Pottle, qui n'avait aucune intention de se laisser distancer par qui que ce soit, même par un célèbre détective étranger, dit aussitôt « Eh bien, il y a Madame Fitch, bien sûr, même si elle n'est pas là, la pauvre. Elle n'aime pas les fêtes. Elle apaise ses migraines avec des bains de pieds à la moutarde, à ce qu'on m'a dit. Ensuite, il y a Monsieur Howard, l'organiste, pâle comme du lait celui-là, et la femme du pasteur, une femme aimable mais nerveuse. » Elle marqua une pause délicate. Et puis, mademoiselle Lydia Carr, la compagne de Madame Fitch, et une véritable perle, paraît-il, très soignée dans ses manières. Les yeux de Poirot pétillèrent. La propreté, ça vous impressionne ? Les gens bien rangés s'effondrent de façon surprenante, dit Madame Pottle avec délectation, sans vouloir offenser la propreté, bien sûr. Miss Marple, en écoutant, songea au tiroir bien rangé et à ce qu'il dissimulait parfois. Elle avait connu une femme de ménage à Saint-Mary-Mead, dont l'armoire à linge aurait fait fondre une blanchisseuse, mais qui cachait tout de même des lettres entre les couvertures. L'inspecteur Craddock arriva du chef-lieu avec 2 agents et un air de compétence tranquille. Il adressa un bref signe de tête à Poirot. Il y avait là un respect qui se passait de mots. Et au docteur Sykes, puis resta un instant à contempler le porche au rideau, comme pour en prendre la mesure. Il se tourna vers le révérend. « Il faudra garder tout le monde à proximité jusqu'à ce que les noms et adresses soient relevés, s'ils ont vu quelque chose, bien sûr. » Un murmure d'acquiescement. Les gens se dandinaient et, étant anglais, formaient une file d'attente sans qu'on leur dise. On continuait à servir du thé sous les tilleuls, car le thé comme la prière apaise l'âme, et la vue de tasses et de soucoupes, même à proximité de la mort, avait quelque chose de rassurant. Miss Marple et Madame Bantry se retrouvèrent au bout du fil, non par inadvertance. Miss Marple avait appris au fil de sa vie que ceux qui s'attardaient en dernier disaient les choses les plus sensées, ayant eu le temps de voir comment leurs remarques précédentes apparaissaient aux autres. « Pauvre Madame Fitch !» murmura Dolly. « Et il avait l'air si en forme. Je suis sûre que ce sera le cœur. »« Peut-être, » dit Miss Marple. Elle regarda d'un air indifférent les feuilles de tilleul qui remuaient dans la brise légère. « Et pourtant, oui, je ne pense pas que ce soit le cœur, » dit Miss Marple. Elle ne s'agrandit pas. Ils arrivèrent enfin en tête de la file, donnèrent leurs coordonnées et s'apprêtaient à s'écarter lorsque le regard de l'inspecteur Craddock se posa sur Miss Marple, mi-amusé, mi-résigné. « Ah, dit-il, Miss Marple, je pensais vous trouver quelque part au centre du monde sensible. Avez-vous observé quelque chose ? » « Seulement que j'étais vraiment désolée, » dit Miss Marple, « et que c'est vraiment dommage pour les cloches. » Les cloches ? Les sourcils de Craddock se haussèrent. Les mains de Miss Marple, fines, veinées, un peu tremblantes avec l'âge, reposaient sur les poignets de son sac. Elles ont sonné, voyez-vous, alors qu'il n'y avait personne dans la tour. « Comment le savons-nous » demanda Craddock. « Parce que M. Howard garde la clé de la chambre de sonnerie, » dit mademoiselle Marple d'un ton placide. « Il a parfaitement raison. On ne peut pas laisser des garçons y grimper et abîmer le vieux plancher.
et M. Howard, qui est très consciencieux, a glissé la clé dans la poche de son gilet en quittant la sacristie pour ranger les cantiques sur les bancs. Je l'ai observé. Elle marqua une pause. De plus, il est mal à l'aise dans la foule et l'évite donc. Cela le placerait, au moment où les cloches sonneraient, près des stalles du chœur plutôt qu'à gravir un escalier en colimaçon. Cradock lui lança un regard perçant. « Tu dis que les cloches ont sonné toutes seules. »« Oh non, » dit Miss Marple, « les cloches ne sonnent jamais toutes seules. Seulement, eh bien ce n'est peut-être qu'un tour de passe-passe. Je me souviens d'un garçon de notre village qui s'arrangeait pour tirer sur une poignée de la laiterie tout en mangeant un petit pain assis sur le pas de la porte. Mais peut-être ne faut-il pas suggérer de telles choses. C'est grâce à vos suggestions que je me suis épargné bien des ennuis, dit Cradock sèchement. Vous n'irez pas loin, Miss Marple. Non, dit Miss Marple. Je vais rentrer et réfléchir. Elle hésita. Inspecteur, il y avait un peu de graisse sur le seuil. Le regard de Cradock s'aiguisa. De la graisse? Juste une trace, à peine perceptible. Le regard doux de Miss Marple se porta vers le porche aux rideaux. C'est sans doute tout à fait naturel. Les églises ont bien des petits artifices. Merci, dit Cradock d'un ton grave. Il s'éloigna, faisant signe à un agent de police. La foule se dispersa peu à peu. Les gens rentrèrent chez eux par deux, puis individuellement, parlant à voix basse mais néanmoins porteuse. La question de la cloche. Convenait-il que les cloches de Saint-Dominique sonnent, et pourquoi à ce moment précis, fut accueillie avec théologie par certains, superstition par d'autres. Madame Briggs affirma que c'était un présage. Le colonel Arbuthnot qualifia cela de bouffonnerie. Madame Pottle ne dit rien, ce qui, de sa part, valait bien un sermon, et prit le chemin le plus long pour s'arrêter aux portes de la grange et vérifier, sans voir, si des rideaux étaient tirés dans les salles est, rarement utilisées. Miss Marple, marchant lentement le long de la ruelle avec Madame Bantry, sentait le village s'ajuster, comme une femme ordonnée redressant un tapis tordu pour rendre la pièce supportable, autour du fait d'une mort soudaine. « Pensez-vous qu'il y aura une enquête ?» demanda Dolly, qui les détestait et ne put résister à y assister. « Il y a toujours une enquête, » dit Miss Marple. « Il faut rendre des comptes sur les vies, tout comme sur l'argent qui se trouve dans les registres postaux de Madame Pottle. On se plaint de ce tapage, c'est tout naturel, mais en réalité c'est un hommage à l'importance de la nature humaine. Il faut découvrir pourquoi les choses arrivent, sinon elles continuent d'arriver. » Dolly soupira. « Roland Fitch, tu l'avais déjà rencontré ?»« Une seule fois, » dit Miss Marple. « Il a siégé au comité pour le financement du toit de l'église. On m'a demandé mon avis sur la broderie des prie-dieu. Monsieur Fitch a été très obligeant, si obligeant en effet qu'on aurait dit qu'il cherchait à être admiré. « Je ne dis pas que ce soit un péché, » ajouta-t-elle doucement. « C'est simplement intéressant. » Dolly resta silencieuse un instant. « C'est terrible à dire, Jane, mais je ne pense pas qu'il était très apprécié. »« Non, » répondit Miss Marple comme si elle apportait une petite correction. « Il ne l'était pas. » Ils se séparèrent dans le cottage impeccable de Miss Marple, avec ses roses trémières et sa lavande, et une attitude d'une grande innocence qui ne trompait personne après la première minute. Miss Marple, ayant mis la bouilloire à chauffer, les bouilloires, comme les cloches, ont leur heure, sortit d'un tiroir le programme qui lui avait été remis à la fête. Elle le retourna. Au bas, dans une écriture qui se voulait élégante, se trouvait la liste du comité organisateur. Le révérend Cyril Denham, président. Madame Denham, présentatrice. Monsieur Roland Fitch, trésorier. Monsieur Arthur Howard, musique. Madame Dolly Bantry, composition florale. Mademoiselle Lydia Carr, billets. D'autres noms figuraient, le colonel Arbuthnot, Madame Briggs. Mais Miss Marple revenait sans cesse au petit groupe du haut. Trésorier, la charmante Mademoiselle Carr avec ses billets, un vicaire arrivé récemment, et sa femme qui semblait fatiguée par autre chose que la vie paroissiale. Monsieur Howard, pâle et distrait. Il réalisait, pensa Mademoiselle Marple, un patron tout à fait ordinaire.
Le genre de patron qui paraît aussi simple que de la mousseline jusqu'à ce qu'on remarque les coutures soignées le long de l'ourlet. Elle versa du thé, but une gorgée et reposa la tasse. Quelque chose, elle en était sûre, avait été volé dans la poche de M. Fitch. Pas d'argent, peut-être. Les petits villages n'étaient pas le lieu idéal pour les pickpockets audacieux. Un mot, une clé, un bout de papier, une clé. Miss Marple fronça les sourcils. On rangeait parfois les clés sur des anneaux, mais une clé particulière, celle d'une armoire par exemple, pouvait être emportée en vrac. Elle aurait ouvert le rabat d'une poche si on la tirait précipitamment. En revanche, une enveloppe tirée avec soin ne le ferait pas. Elle se rappela que la spéculation est une servante sournoise et qu'il lui fallait de la patience. On frappa à sa porte avec précision et précision. Miss Marple se leva et ouvrit. Miss Lydia Carr se tenait très droite sur le perron, les mains nues, jointes à sa taille. Elle avait la trentaine, les cheveux noirs, un air posé, avec cette immobilité qui cache parfois une angoisse tenace. « Mademoiselle Marple, dit-elle, je suis vraiment désolée de vous déranger. Madame Pottle m'a dit que vous êtes... » Elle s'interrompit, comme si elle ne savait pas comment décrire une personne qui voit ce que les autres ne voyaient pas. « Vous êtes quelqu'un qui aide. »« Je fais du thé, » dit Miss Marple en souriant. « Entrez, s'il vous plaît. » Miss Carr obéit avec une légère hésitation, comme si elle évaluait au dernier moment si la pièce était sûre. Elle s'assit au bord de la chaise ayant appartenu à la mère de Miss Marple et accepta une tasse avec les remerciements qui s'imposaient. « Je suis venue, dit-elle, parce que Madame Fitch ne peut pas. Elle n'est pas forte, Miss Marple, et avec Monsieur Fitch. » Elle pinça les lèvres. « Oui, » dit doucement Miss Marple. Miss Carr fixe sa tasse. « La police viendra à la grange, bien sûr. » L'inspecteur Craddock semble être un homme sensé. Seulement, je voulais dire que Monsieur Fitch avait été très occupé ces 2 dernières semaines. Il y avait des papiers. Il était à Londres 2 fois. Il a parlé d'un achat pour l'église, un mécanisme, quelque chose pour adapter les cloches aux usages modernes. Elle leva rapidement les yeux. Il était généreux, Miss Marple. On ne l'aimait pas toujours, mais il était généreux envers l'église. Un mécanisme? La voix de Miss Marple était douce. Un appareil électrique, peut-être? Je crois. Monsieur Howard était contre. Une légère ride apparut entre les sourcils de mademoiselle Carr. Il disait que ça gâcherait le son et transformerait les cloches en gramophone. M. Fitch en rit. Et madame Denham? Elle souhaitait que le toit soit réparé, dit simplement mademoiselle Carr. Elle disait que les cloches étaient très utiles s'il ne pleuvait pas sur les fidèles. Elle hésita. Monsieur Fitch aimait être vu à l'œuvre. En effet, dit Miss Marple. Miss Carr posa sa tasse avec précaution. Il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est important. Ce matin, avant la fête, Monsieur Fitch m'a demandé d'apporter une lettre à la poste immédiatement. Il était dans le bureau, très pointilleux sur l'heure. Il a dit qu'elle devait partir immédiatement. Le timbre était déjà apposé. Elle déglutit. À mon retour, il n'était pas dans le bureau. Il était allé au cimetière parler à madame Denham, je crois. J'ai remarqué que le tiroir de son bureau était fermé à clé. Il prenait rarement la peine de le fermer à clé. « Un tiroir verrouillé ?» dit Miss Marple, comme si elle discutait de la meilleure façon de conserver la lavande. Aurait-il par hasard égaré la clé? Non, dit mademoiselle Carr en rougissant légèrement. Il la gardait attachée à une petite chaîne. Elle fit un effort et poursuivit. Après le déjeuner, il a changé de veste. Il était pressé alors. Je l'ai vu mettre la clé dans sa poche. Le regard de Miss Marple s'arrêta un instant sur les mains délicates et prudentes. « Vous êtes très observatrice, Miss Carr. » Mademoiselle Carr leva le menton. « Il faut l'être en service. Et, si vous me le permettez, il faut l'être avec Monsieur Fitch. Il était gentil à sa manière. Il pouvait aussi être décidé. » Le mot tomba avec un petit clic net. Miss Marple hocha la tête. « Les gens sont ce qu'ils sont, » dit-elle, « et ils changent rarement, sauf pour des détails. Vous avez été aimable d'être venu.
L'inspecteur Craddock aimera certainement entendre cela. Oui, dit mademoiselle Carr en se levant. Seulement, je ne voulais pas qu'on pense que M. Fitch avait des ennemis. Il avait des différends. Mais ce n'est pas pareil. Non, dit Miss Marple, ce n'est pas pareil. Lorsque la porte se fut refermée sur Miss Carr, Miss Marple resta un moment à contempler son foyer bien rangé. Puis elle prit un crayon et, au dos d'une vieille enveloppe, écrivit ces mots. Cloche. Un mécanisme, graisse, clé, poche, tiroir fermé à clé, lettre, immédiatement. Elle a ajouté, après une pause, M. Howard contre le mécanisme. Et en dessous de cela, Madame Denham, fatiguée. On frappa à nouveau. Cette fois, c'était Dolly, toute rouge de nouvelles. Jane, on dit que l'inspecteur n'a arrêté personne, comme la police, toujours aux aguets, et Madame Pottle affirme avoir vu M. Howard près du porche juste avant que les cloches ne sonnent. Bien sûr qu'il l'aurait été, n'est-ce pas? Mais ça sonne très sinistre quand on le dit vite fait. La plupart des choses le sont, dit Miss Marple. Il faut les dire lentement. Dolly s'assit, puis se leva, puis s'assit de nouveau. Tu sais, je me souviens d'une absurdité. Il y avait une odeur. Pas d'amande, ne sois pas bête, mais... Oh, je n'arrive pas à la situer. Quelque chose comme la cabane en fer blanc du jardinier. De l'huile, dit Miss Marple. Ou peut-être un conservateur. On en utilise sur les outils. Oui, c'est ça. Le visage de Dolly s'illumina, puis s'inquiéta aussitôt. Jane, tu crois que ça pourrait être un meurtre? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Je crois, dit-elle enfin, que quelqu'un a souhaité que les cloches de Saint-Dominique sonnent à un moment précis. Et je crois que M. Fitch est mort à ce moment-là. C'est peut-être un accident, ma chère, ou pas. Mais je n'aime pas les moments qui arrivent trop tôt. Plus tard dans la soirée, après le coucher du soleil et le lever du rideau dans le village, un frisson de soulagement parcourut l'inspecteur Craddock dans la sacristie, aux côtés d'Hercule Poirot. Le porche voilé de rideaux avait la solennité paisible d'une scène après le départ des acteurs. « Le médecin refuse de s'exprimer, » dit Craddock. « Il parle d'une insuffisance cardiaque, peut-être accélérée par le choc. Il en saura plus demain matin. Il y a une contusion à l'arrière de la tête, là où Fitch a heurté la pierre. Ça pourrait venir de la chute elle-même. Ça pourrait venir d'avant. » Il se frotta le front. Et les cloches. Il y a un sacré enchevêtrement là. Poirot, petit et précis, examina la base du cordon de la cloche. Une fine pellicule, si fine qu'on ne la remarquerait peut-être pas à moins d'y avoir consacré sa vie, s'accrochait au nœud. Il la toucha du bout du doigt et observa la trace qui brillait. « Tu as aussi la graisse, mon ami ?» dit-il doucement. Craddock suivit son regard. « On a une tache près du seuil, » dit-il. « Et ça ?» Le bedeau dit que M. Fitch était surtout intéressé la semaine dernière par la possibilité de faire sonner les carillons tout seul. « Ah !» dit Poirot. Il leva les yeux vers la tour sombre. « Mais les cloches, elles sont comme les hommes, inspecteur. Elles dépendent de ce qui se trouve en dessous. Le support, la roue, la corde. Si tout cela est compromis. Eh bien. » Craddock serra les lèvres. « Tu penses que c'est un meurtre, alors ?»« Je crois, » dit Poirot, « que quelqu'un ici adore les petits arrangements. Et notre monsieur Fitch, lui aussi, adore les arrangements. C'est curieux, n'est-ce pas, comment deux amours pareils se rencontrent. » Ils restèrent silencieux. Un son ténu se fit entendre dans le silence. Pas de cloche, mais le léger grincement qu'on entend lorsqu'une corde lestée se pose sur la pierre. Craddock regarda la corde. Poirot la porte. Il n'y avait rien. L'église, encerclée par la pierre et patiente, garda ses ordres. Dans les chaumières le long du chemin, la conversation continuait. Madame Pottle, à sa table à thé, raconta que M. Howard avait été vu en train de se disputer avec M. Fitch la semaine précédente. Et je l'ai entendu dire par mon cousin qui tient la pharmacie, donc ça doit être vrai. À la grange, mademoiselle Lydia Carr était assise avec madame Fitch dans une pièce sombre, la main serrée, qui ne tremblait que lorsque personne ne la regardait.
Au presbytère, madame Denham appuyait son front sur ses bras et ne pleurait pas. On s'attendait toujours à ce que la femme du pasteur soit pieuse, soit en larmes. C'était un soulagement de n'être ni l'une ni l'autre. Et dans son petit logement au-dessus du magasin de musique, M. Howard fixait la clé de la chambre de sonnerie sur sa table de chevet, ouvrant et fermant les mains, comme si elle lui faisait au mal. Miss Marple, qui dormait d'un sommeil léger, se réveilla un instant à minuit. Quelque part dans le village, une horloge sonna minuit avec l'effort consciencieux d'une machine qui n'a jamais négligé son devoir. Elle pensa à un garçon tirant 2 cordes à la fois pour effrayer la laitière, à un homme qui aimait voir son nom inscrit sur un comité, à une épouse timide, et à un compagnon soigné qui remarquait les clés. « C'est une grave erreur, » dit Miss Marple dans l'obscurité, « de croire que l'évidence est la vérité. » Elle s'adossa à son oreiller. « Les gens ne sont pas des cordes. Ils ne tirent pas toujours comme il le semble. » Et sur ces mots, elle ferma les yeux, et le village de Rose Hill, extérieurement convenable, intérieurement émouvant, dormit aussi bien qu'un village peut dormir lorsque les cloches ont sonné à la mauvaise heure, et qu'un homme est mort sur les pierres du porche de l'église. Chapitre 3. Conversation autour d'une tasse de thé. À Rose Hill, la matinée commençait, comme souvent, par le doux tumulte du quotidien. Le lait était livré dans des bouteilles qui tintaient, les poules protestaient avec indignation au moment où l'on ramassait leurs œufs, et au bureau de poste de Madame Pottle, les premiers clients arrivaient avec de petites courses et un grand appétit de nouvelles. À 8 heures, l'histoire de la mort subite de M. Fitch s'était répandue non seulement dans le village, mais aussi à Marleycombe et Willowbrook, où elle était répétée avec des variantes au gré de l'imagination du narrateur. Dans chaque version, le tintement mystérieux des cloches occupait une place de choix. Miss Marple, cependant, accueillit le matin avec son calme habituel. Sa bouilloire siffla, son canari chanta faiblement dans un coin, et le facteur, M. Sims, lui livra ses lettres avec une curiosité respectueuse. Il était sans doute déçu que sa correspondance ne se compose que d'une circulaire d'un marchand de graines et d'un mot d'une nièce. Pourtant, on ne sait jamais ce qui peut se cacher à la vue de tous. Miss Marple lisait toujours 2 fois, même les lettres les plus ennuyeuses. À 9h30, Dolly Bantry arriva, le chapeau légèrement de travers, le visage animé. « Jane, tu ne le croiras jamais. L'inspecteur a déjà eu M. Howard. Il l'a longuement interrogé au sujet des cloches. Madame Pottle dit qu'elle l'a entendu de la femme du gendarme, et tu sais qu'il ne se trompe jamais. » Miss Marple servit une seconde tasse. « Monsieur Howard est un jeune homme anxieux. Poser des questions ne le guérira pas. » Exactement ce que j'ai dit. Il est susceptible comme un lapin. Dolly baissa la voix. « Tu crois qu'il a fait ça ?» Miss Marple versa le thé et le remua délicatement. « C'est très rare, dit-elle, la personne que tout le monde soupçonne immédiatement. » La détresse de l'organiste. En effet, M. Arthur Howard arpentait à cet instant précis son logement au-dessus du magasin de musique, le visage pâle et les traits tirés. Il avait expliqué à l'inspecteur Craddock, peut-être trop hâtivement, qu'il se trouvait près des stalles du chœur et non dans la tour, au moment où les cloches avaient ressonné. Oui, il détenait la clé. Oui, M. Fitch avait parlé, la semaine précédente, de remplacer l'ancien système de sonnerie par un appareil électrique, une proposition à laquelle Howard s'était farouchement opposé. Mais s'opposer à de mauvaises idées n'était pas un meurtre. Il avait dit tout cela, et pourtant l'inspecteur le regardait avec cette expression calme et mesurée. Howard sentit la sueur perler à son col. « Si seulement, » murmura-t-il, « si seulement il comprenait la musique. Les cloches ne sont pas des jouets, ce sont des voix. » Il s'assit à son harmonium et appuya sur un accord qui sonnait dissonant, trop fort pour la petite pièce. Frissonnant, il laissa retomber ses mains et enfouit sa tête. Le petit déjeuner du presbytère. Pendant ce temps, au presbytère, Madame Denham beurrait des toasts d'une main tremblante. Son mari, sérieux et désolé, tenta de la rassurer. « Ma chère,
La police fera son devoir. C'était bien sûr très regrettable, mais ces choses-là, ces tragédies-là, arrivent. Nous devons prier pour Madame Fitch. Oui, Cyril, dit doucement Madame Denham. Son regard, cependant, s'attarda sur les lettres non ouvertes à côté de son assiette. Une enveloppe portait l'écriture soignée et penchée de M. Fitch. Elle la glissa sous un magazine d'un mouvement si léger que son mari ne le remarqua pas. Une visite à la grange. C'est vers 11 heures que Miss Marple se dirigea d'un pas mesuré vers la grange. Elle ne se pressa pas. Elle s'arrêta pour admirer les roses du jardin du colonel Arbuthnot et échanger quelques mots sur le temps. Il fallait préserver les apparences, même lorsque le meurtre, ou quelque chose de similaire, planait dans l'air. À la grange, mademoiselle Lydia Carr l'accueillit à la porte. Elle paraissait plus calme que la veille, malgré ses yeux cernés. « Madame Fitch se repose. Je vais lui dire que vous êtes venu. » Miss Marple inclina la tête. « Veuillez ne pas la déranger. Je voulais juste apporter ça. » Elle lui tendit un petit panier de scones. « Pâtisserie apaise les nerfs, je trouve, et nourrit les malades. » Miss Carr accepta avec une gratitude discrète et invita Miss Marple à entrer dans le salon. La pièce, bien qu'élégante, dégageait un certain désordre. Livres à moitié rangés, coussins de travers, une légère odeur de vieux cigares. « Il est difficile de maintenir les choses en ordre, » dit Miss Carr, presque sur un ton d'excuse. « Monsieur Fitch, il n'était pas très exigeant en matière d'ordre. » Le regard de Miss Marple parcourut lentement la pièce. Elle remarqua une armoire dont un tiroir était légèrement ouvert, laissant apparaître une légère trace de poussière. Sur la cheminée se trouvait une petite horloge arrêtée à 3h15, l'heure même de la fête. Elle remarqua simplement « Comme vos géraniums sont charmants à la fenêtre. » Mademoiselle Carr rougit légèrement. C'était la fierté de M. Fitch. Il les arrosait lui-même chaque matin. Potins à la poste. À midi, le bureau de poste était un véritable nid de spéculation. Madame Pottle présidait comme une reine, distribuant timbres et théories. « Croyez-moi, » déclara-t-elle à une file d'auditeurs, « les affaires de M. Fitch étaient plus complexes qu'il n'y paraissait. Des voyages à Londres, des lettres sous clé, et sa compagne toujours si convenable. Trop convenable, à mon avis. Ceux qui n'élèvent jamais la voix ont les secrets les plus véhéments. » Le colonel Arbuthnot renifla. « Pourriture. Cet homme s'est surmené, c'est tout. Vous verrez, le médecin le dira. Le cœur est un truc délicat. » Mais Madame Pottle secoua la tête avec délectation. « Les cœurs ne font pas sonner les cloches tout seuls. » Réflexion de l'après-midi. De retour chez elle, Miss Marple était assise dans son jardin, tricotant. Le soleil brillait sur les roses trémières. Les abeilles s'activaient activement parmi la lavande. Extérieurement, l'après-midi était paisible. Intérieurement, Miss Marple retournait les fragments qu'elle avait rassemblés. Un tiroir verrouillé à la grange, une lettre postée Guillemet immédiatement, une clé manquante dans une poche, de la graisse sur une corde et les cloches qui sonnent alors que personne n'est dans la tour. L'épouse d'un vicaire, pâle et marquée par une tension cachée. Elle tricota 3 rangs nets avant de murmurer à voix haute. « On ne tue pas toujours par aversion. Parfois, on tue par amour, par peur ou par argent. Et parfois, pour une chose insignifiante, quelque chose que quelqu'un d'autre considérerait comme insignifiant. » Elle plia soigneusement son tricot. Demain, elle en était certaine. De nouveaux troubles éclateraient à la surface du village. Elle soupçonnait déjà que la police était mal placée. Mais elle, Jane Marple de St. Mary Mead, maintenant de passage à Rose Hill, continuerait à surveiller, et elle remarquerait, comme toujours, les détails révélateurs de la nature humaine. Chapitre 4. Chuchotement à la porte de l'enquête. Le lendemain de la fête, le ciel était gris et incertain. Ce genre de temps qui semble hésiter entre la pluie et le soleil, tout comme le village de Rose Hill lui-même hésitait entre le choc et la curiosité. Tout le monde s'accordait à dire que c'était une mauvaise affaire. Pourtant,
On sentait aussi une certaine attente, car une enquête allait être menée, et de tels événements suscitaient un vif intérêt. L'inspecteur Craddock, méthodique comme toujours, passa la matinée à interroger les villageois. Il s'imposait sur le fil ténu de la courtoisie et de la fermeté, un fil que Miss Marple trouvait plutôt maniable. Mais assise dans sa chaumière avec son tricot, elle savait que les enquêtes et les interrogatoires ne révélèrent pas toujours la vérité. La vérité était un oiseau timide. Il fallait l'amadouer, l'attendre, parfois remarquer le léger battement de ses ailes dans la haie, tandis que d'autres passaient d'un pas lourd, chaussés de lourdes bottes. Le village s'agite. Chez l'épicier, Madame Briggs insista sur le fait que M. Fitch avait des ennemis à Londres. Ces hommes-là en ont toujours, des rivaux en affaires, vous savez. C'est pour ça qu'il s'est montré si généreux ici. Il essayait de se rattraper. Son mari, moins imaginatif, dit d'un ton bourru qu'un homme qui fumait comme Fitch était voué à avoir tôt ou tard des problèmes pulmonaires ou cardiaques. Les plus jeunes trouvèrent l'événement passionnant. 2 garçons furent surpris en train d'escalader le clocher de l'église pour voir les cloches fantomatiques. Ils furent promptement arrêtés par le colonel Arbuthnot, qui déclara honteux que des enfants considèrent la mort comme un passe-temps de fête. Pourtant, sa sévérité ne dissimulait pas son désir, lui aussi, de savoir comment les cloches avaient sonné à cette heure fatale. Poirot et Craddock s'entretiennent. Dans la sacristie, Poirot et l'inspecteur Craddock se tenaient devant la table où étaient tenus les comptes de la paroisse. Craddock feuilletait un registre, tandis que Poirot examinait les cordes menant à la tour. « C'est curieux, mon cher, » murmura Poirot, « que M. Fitch, qui était trésorier, ait tenu ses livres avec une telle précision. Regardez, vous voyez les chiffres? Ils sont exacts, nets, complets. Et pourtant, dans sa poche, il n'y avait rien, ni papier, ni compte. Juste la doublure retournée. » Craddock fronça les sourcils. S'il y avait un papier, quelqu'un l'a enlevé. « Eh bien, bien, c'est ce que je suggère. Mais qui et pourquoi ?» Poirot épousseta une poussière imaginaire de sa manche. C'est toujours la petite différence qui trahit le grand crime. À cet instant, la douce silhouette de Miss Marple apparut dans l'embrasure de la porte, son chapeau noué d'un modeste ruban. Elle les salua comme si elle les avait croisés par hasard, même si les 2 hommes savaient qu'elle se déplaçait rarement par hasard. « Quel temps épouvantable pour une enquête !» dit-elle doucement. « Espérons qu'il ne pleuvra pas avant le cortège. » Craddock parvint à sourire. « Vous venez, Miss Marple ?»« Oh oui, les enquêtes sont un peu comme des funérailles, je crois. Les gens se montrent par petites touches. On apprend toujours quelque chose. » L'enquête commence. En milieu d'après-midi, la petite salle attenante à l'église était pleine. Les bancs craquaient sous le poids des villageois, chacun chuchotant ses théories. Le coroner, un homme maigre et sec, portant des lunettes posées en équilibre précaire sur le nez, présidait avec une efficacité lasse. Le docteur Sykes prononça le témoignage du décès, avec prudence et précision. On ne peut exclure une insuffisance cardiaque. L'ecchymose sur le crâne pourrait avoir été causée par la chute elle-même, bien qu'elle ne soit pas incompatible avec un coup antérieur. Sa moustache se contracta légèrement, trahissant la délicatesse de telles déclarations. Arthur Howard, l'organiste, fut ensuite appelé. Ses mains tremblaient lorsqu'il prêta serment. Il admit son opposition au projet de cloche de M. Fitch, mais nia l'avoir jamais menacé. Il était alors dans les stalles du chœur, en train de préparer des partitions de cantiques. Interrogé sur la clé du clocher, il la produisit, les doigts tremblants. « Je la garde toujours sur moi, » dit-il. « Personne d'autre n'aurait pu sonner les cloches à mon insu. » Sa pâleur, son bégaiement, ses regards nerveux, tout cela fit murmurer les villageois. Miss Marple, observant, remarqua une petite chose. La manchette d'Howard portait une légère trace d'huile, frottée près du bouton. Pas fraîche, peut-être, mais assez récente. Elle la rangea. Puis arriva Lydia Carr. Elle parla avec calme, d'une voix basse mais assurée. Elle décrivit comment M. Fitch avait posté une lettre ce matin-là, verrouillé un tiroir de son bureau et semblait inhabituellement préoccupé.
Il était exigeant, dit-elle, prudemment, toujours exigeant. Son regard, lorsqu'il se posa sur madame Fitch, blême, assise dans un coin, exprimait une pitié contenue. Finalement, le révérend Denham témoigna. Il avait brièvement parlé à M. Fitch avant le début des discours. Il semblait en bonne santé, joyeux même. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Madame Denham, assise juste derrière, s'agitait nerveusement. Mademoiselle Marple remarqua qu'elle serrait un mouchoir d'une main, comme une bouée de sauvetage. Un verdict insatisfaisant. Le coroner a conclu, après une brève délibération, par les mots familiers suivants: mort par accident, insuffisance cardiaque, peut-être aggravée par le choc, preuves insuffisantes d'un acte criminel. Les villageois s'agitèrent, mécontents mais obéissants. Il en était toujours ainsi. La loi exigeait des certitudes, le village exigeait des ragots. Chacun repartit à moitié rassasié. Tandis que les gens sortaient, Dolly Bantry murmura à Miss Marple: « Et voilà, ils ont décidé que c'était naturel après tout. Tu crois que c'est fini ?» Miss Marple replia ses gants. « Au contraire, ma chère, je pense que ce n'est que le début. » Poirot, entendant par hasard, inclina gravement la tête. « Madame a raison. Personnellement, je ne peux accepter que les cloches sonnent toutes seules, ni que les papiers disparaissent. Nous n'avons, comment dire, que le premier acte. » Ombre du soir. Ce soir-là, tandis que le village retrouvait un calme inquiétant, Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux. Elle pensait à la manchette huileuse d'Howard, au témoignage serein de Lydia, à la main crispée de madame Denham. Et elle pensait aux cloches, ces voix solennelles qui avaient sonné à l'instant précis de la mort. Elle se souvenait d'une phrase de sa jeunesse: « Quand les cloches sonnent à la mauvaise heure, attention à la main qui tire la corde. » C'était, pensa-t-elle, un bon proverbe, même si à Rose Hill ce n'était pas la corde elle-même, mais ce qui y était attaché, qui méritait d'être surveillé. Dans son petit carnet, elle a écrit « Howard, pétrole, Lydia, dessinatrice, lettres, Denham, Fitch, joyeux. Madame Denham, tendez-vous. » Verdict insatisfaisant. Elle posa le crayon. Dehors, le vent soufflait dans les arbres avec un léger bruit de cloche. Chapitre 5. Soupçons entre voisins. Le lendemain de l'enquête, Rose Hill paraissait d'une tranquillité trompeuse. Des rideaux blancs flottaient aux fenêtres des chaumières, les abeilles bourdonnaient dans les haies, et l'horloge de l'église sonnait l'heure avec une convenance constante. Pourtant, sous ce calme apparent, la tension flottait comme un courant souterrain. Ceux qui se saluaient autrefois avec un sourire observèrent maintenant attentivement, pesant leurs mots avant de les prononcer. Car lorsque la loi qualifie des accidents, les ragots s'empressent de combler les lacunes. Au bureau de poste de madame Pottle, la file d'attente était plus longue que d'habitude. Chaque villageois arrivait avec le plus mince prétexte, une carte postale, un simple timbre, mais s'attardait à discuter de ce que le coroner avait omis de dire. Potin au comptoir. « Je vous le dis franchement, » annonça madame Briggs, les bras croisés sur sa poitrine généreuse. Les nerfs de M. Howard ne supportent pas un examen minutieux. Un homme qui tremble comme une feuille à l'enquête. Eh bien, ce n'est pas naturel. Son mari marmonnait que la nervosité ne faisait pas sonner les cloches d'elle-même. Le colonel Arbuthnot, arrivé juste à temps pour entendre cela, dit fermement: « Absurde. Si un homme discute de musique, cela ne signifie pas qu'il tue. Fitch a été abattu subitement, c'est tout. Mieux vaut ne pas inventer des histoires qui n'existent pas. » Mais madame Pottle, glissant un timbre à 1 sou sur le comptoir, ajouta d'un ton sombre: « Et pourtant, colonel, quand on retourne la poche d'un homme, c'est qu'on y a mis la main. Les cœurs ne vident pas les poches. » Il y eut un murmure d'approbation, un appel au presbytère. Plus tard dans la journée, Miss Marple, avec son air de politesse habituel, se rendit au presbytère. Elle apportait un pot de confiture de Grosseille, un cadeau toujours difficile à refuser. Madame Denham la reçut, souriant avec plus d'effort que de facilité. « Comme c'est gentil à vous, Miss Marple. C'est une affaire si épouvantable.
Je peux à peine en parler. Miss Marple s'assit et rangea ses gants. C'est toujours pénible, ma chère, quand des événements désagréables surviennent dans sa paroisse. On s'attend à ce que la femme du vicaire soit tranquille, mais on ne peut pas toujours s'y plier. Madame Denham rougit légèrement. Vous êtes très compréhensif. Elle hésita, puis ajouta: Monsieur Fitch était si insistant. Il insistait sans cesse auprès de Cyril au sujet des cloches. Je pensais que le toit était plus urgent, mais Monsieur Fitch s'est moqué de moi. Il disait que personne ne se souvenait d'un toit, mais que les cloches faisaient l'histoire. Sa voix vacilla. Le regard de Miss Marple, toujours aussi doux, se posa sur elle. Et vous étiez d'accord avec lui? La main de Madame Denham tordit le bord de son mouchoir. Je le trouvais autoritaire. Mais il faut être charitable. Il a tant fait pour la caisse. Miss Marple hocha doucement la tête. Pourtant, elle conservait en mémoire la lassitude, le ressentiment contenu et la curieuse façon dont Madame Denham évitait de prononcer le nom de son mari en parlant de Fitch. Poirot dans le bureau. Pendant ce temps, Poirot visitait la grange avec l'inspecteur Craddock. Lydia Carr les conduisit dans le bureau où feu M. Fitch avait passé tant de temps. Craddock examina le bureau. « Verrouillé, vous dites ?»« Oui, » répondit Lydia. « Je n'y ai plus touché depuis. La clé, bien sûr, a disparu. » Poirot se pencha sur les tiroirs avec une attention méticuleuse. Ses doigts effleurèrent les bords de la serrure. « Voyez, inspecteur, des rayures, pas très profondes, mais récentes. Quelqu'un a essayé d'ouvrir ceci, peut-être précipitamment. Pas notre monsieur Fitch, qui était précis en tout. Et que garderait-il ici ? Demanda Craddock. Des papiers, peut-être. Des documents financiers. Ou les yeux de Poirot pétillèrent. Une lettre qu'il ne faut pas voir. Lydia Carr resta parfaitement immobile. Monsieur Fitch était prudent dans ses affaires. Il avait peut-être des ennemis, mais il gardait ses secrets. Poirot inclina la tête. Et pourtant, mademoiselle, ce sont toujours les plus prudents qui sont pris au dépourvu. Une soirée agitée. Ce soir-là, Miss Marple et Dolly Bantry étaient assises ensemble au coin du feu. Dolly, agitée comme toujours, déclara: « Je ne comprends pas pourquoi l'inspecteur n'a pas arrêté Howard. L'homme avait la clé. Il s'est opposé aux sonnettes. Il est blanc comme la craie. Si ça ne signifie pas culpabilité, qu'est-ce qui le signifie ?» Miss Marple posa son tricot. « Chère Dolly, il faut se rappeler que la culpabilité est rarement évidente. Un homme coupable paraît parfois calme. Ce sont les innocents qui s'agitent et hésitent, craignant le regard des autres. J'ai connu un jardinier accusé de vol. Il devenait blanc comme un linge dès qu'on l'interrogeait. Mais le voleur était sa maîtresse, d'une audace assumée, qui répondait à chaque question avec un sourire. » Dolly soupira. « Toi et tes jardiniers. Pourtant, tu as généralement raison. Mais si ce n'est pas Howard, qui alors ?» Miss Marple sourit doucement. « C'est précisément ce que nous devons découvrir, ma chère. » Un aperçu du crépuscule. Tandis qu'ils se séparaient, Miss Marple marchait lentement le long du chemin. Les ombres du soir s'étendaient à perte de vue. Le clocher de l'église se dressait sombrement dans le ciel. Elle s'arrêta, tendant l'oreille. Aucune cloche ne résonnait. Pourtant, à cet instant précis, une silhouette se glissa hors de la porte latérale de la grange. Rapide, furtive, inaperçue, du moins le croyait-il. Miss Marple, avec sa discrétion habituelle, remarqua la silhouette, la démarche précipitée, la façon dont un petit paquet était serré sous un manteau. Elle ne fit aucun signe. Mais plus tard, de son écriture soignée, elle ajouta à son carnet « Silhouette quittant la grange au crépuscule. Paquet dissimulé. Peut-être Lydia ? Ou Madame Denham ? Observez plus attentivement. » Elle ferma le livre, croisa les mains et resta assise, immobile. Car Miss Marple savait qu'à Rose Hill, où les rideaux tremblaient et où les voix murmuraient, les secrets n'étaient jamais aussi bien cachés que leur propriétaire le croyait. Chapitre 6. Une deuxième alarme.
L'enquête, bien qu'ayant conclu à une mésaventure, n'apaisa pas le murmure incessant de Rose Hill. Contraire, elle l'exacerba. Ceux qui s'étaient couchés inquiets se réveillaient maintenant inquiets, et chaque rencontre fortuite dans le chemin était l'occasion de suggérer que tout n'allait pas bien. Mais même les plus enclins à l'exagération n'auraient pas pu prévoir que le village serait, en quelques jours, secoué par de nouveaux troubles. Cela se passa un jeudi soir, alors que le crépuscule s'installait sur les chaumières et que les premières lampes brillaient faiblement derrière les rideaux. L'air était immobile, chargé du parfum du chèvrefeuille. Puis, de la tour Saint-Dominique, retentit soudain un carillon de cloches, sauvage, irrégulier, s'entrechoquant comme si elles sonnaient avec panique plutôt qu'avec ordre. Les portes s'ouvrirent brusquement. Des voix alarmées s'élevèrent. Des enfants crièrent. Les cloches tintèrent pendant une demi-minute, puis s'arrêtèrent brusquement, laissant derrière elles un silence étrange. Le corps dans la tour. Le colonel Arbuthnot, toujours déterminé, fut parmi les premiers à atteindre l'église. Il trouva la porte de la tour entr'ouverte. À l'intérieur, au pied de l'étroit escalier, gisait la silhouette décharnée d'Arthur Howard, l'organiste. Ses lunettes étaient débrisées à côté de lui. Ses mains portaient des écorchures récentes, comme si elles avaient agrippé une pierre. Une lanterne renversée et brisée gisait près de lui. « C'est un accident », murmura le colonel, mais son ton manquait de conviction. Ce crétin a dû glisser. Lorsque le docteur Sykes arriva quelques instants plus tard, appelé par un garçon essoufflé, son examen fut rapide. « Vivant, mais à peine », déclara-t-il. « Commotion cérébrale, peut-être plus grave. Il faut le ramener chez lui immédiatement. » Et ainsi Howard, pâle et inconscient, fut porté à travers la foule qui se rassemblait, tandis que les murmures se propageaient plus vite que les pas qui le portaient. Miss Marple prend note, Miss Marple n'était pas pressée. Elle arriva à l'église d'un pas calme, son sac à tricot au bras, comme si elle venait de se promener. Debout sur le porche, les yeux levés vers la tour, elle murmura « 2 fois en une semaine. C'est curieux. » Elle se pencha pour examiner la lanterne brisée. Ce n'était pas celle d'Howard. Elle se souvenait avoir déjà vu sa petite lampe en laiton. Celle-ci était plus grande, plus ancienne, et portait une légère trace de suie sur le bord, comme si elle avait été empruntée à la sacristie. Elle remarqua aussi un morceau de tissu accroché à la charnière de la porte. De la laine sombre, finement tissée. Pas du tout le genre de tissu que portait l'organiste timide et usé. Elle ne dit rien, glissant simplement le fragment dans son mouchoir. L'observation de Poirot. Lorsqu'Hercule Poirot atteignit la tour, le calme était revenu, même si l'écho de l'alarme résonnait encore. Il examina la corde à la base de la cloche, passant délicatement un doigt sur ses fibres. « Encore la graisse, » murmura-t-il. « Et voyez, inspecteur, ici au niveau du nœud, l'empreinte d'un poids, nouée et dénouée à la hâte. Les cloches n'ont pas été sonnées à la main cette fois. Elles ont été arrangées. » L'inspecteur Craddock, fronçant les sourcils, dit « Alors quelqu'un a tendu le piège et Howard est tombé dedans. » Poirot leva une petite main élégante. « Peut-être, mon ami, ou peut-être n'est-il pas la victime, mais le pion. Il faut considérer les deux. » Chuchotement à la grange. Cette nuit-là, les rumeurs dans le village s'amplifièrent encore. Madame Pottle, toujours bien informée, annonça que mademoiselle Lydia Carr avait été vue la veille au soir, quittant précipitamment la grange, un colis sous le bras. Le colonel Arbuthnot déclara que la chute d'Howard prouvait sa culpabilité. Il tentait de commettre un méfait dans la tour, et la providence l'a frappé. D'autres, en revanche, étaient non moins sûrs. Madame Denham se serait évanouie au début des cloches, comme si elle savait ce qui allait arriver, et Madame Briggs, livrant des légumes à la grange, affirmait avoir entendu des voix s'élever à l'intérieur, celle de Madame Fitch et d'une autre femme, mais je ne saurais dire laquelle. Une visite à la chambre du malade. Le lendemain matin,
Miss Marple fit une visite au magasin de musique où Howard gisait désormais, pâle et couvert de bleu, accompagné d'une propriétaire troublée. Il ouvrit brièvement les yeux tandis que Miss Marple s'asseyait à côté de lui. Ils se sont sonnés eux-mêmes, murmura-t-il d'une voix rauque. Je ne voulais pas tomber. J'ai entendu quelque chose, là-haut. Sa voix s'éteignit, affaiblie. Miss Marple lui tapota la main. Oui, oui, vous devez vous reposer. Mais dites-moi, mon cher, qu'avez-vous entendu? Ses lèvres remuèrent, mais les mots étaient faibles, à peine audibles. Miss Marple se pencha, ne saisissant qu'une seule phrase avant de se refermer les yeux. Ce ne sont pas les cloches, c'est la voix. Miss Marple réfléchit. Cet après-midi-là, seule dans sa chaumière, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait entendu. Non pas les cloches, mais la voix. De qui était-elle la voix? Et qu'avait-elle dit pour surprendre ainsi Howard? Elle prit son carnet et écrivit. Deuxième incident. Encore des cloches. Howard tombe. Un morceau de tissu n'est pas le sien. De la graisse sur la corde. J'ai entendu une voix. De qui? En dessous, elle ajouta doucement. Une main qui sonne, une voix qui commande, et une clé qui disparaît. Puis elle croisa les mains sur ses genoux. Car Miss Marple savait qu'à Rose Hill, le son des cloches n'avait pas encore achevé son œuvre. Et la note suivante, craignait-elle, pourrait être encore plus sombre. Chapitre 7. L'ombre des motifs. Le village de Rose Hill n'avait jamais été aussi agité. Chaque heure qui passait semblait faire naître un nouveau murmure, un nouveau soupçon. La seconde alerte, la chute d'Arthur Howard dans la tour, avait ébranlé même ceux qui insistaient sur des explications naturelles. Une fois, c'était peut-être un accident. 2 fois, c'était tout autre chose. Petit déjeuner chez les Bantry d'Holly Bantry, qui n'était pas du genre à se retenir, avait du mal à garder sa place au petit déjeuner. « Mon cher Arthur, dit-elle à son mari, il est évident que M. Howard a été réduit au silence. Il savait quelque chose au sujet des cloches. Sinon, pourquoi serait-il à moitié mort dans la tour? Et dire qu'on parle d'un simple accident. » Le colonel Bantry, caché derrière son journal, grogna. « Ce type a dû s'évanouir. » Il est assez nerveux pour s'évanouir à cause de sa propre ombre. Mais Dolly, sans se gêner, se pencha en avant. Jane dit que ce sont les petites choses qui comptent. Et la petite chose ici, c'est que ces cloches ont sonné. Encore, ils continueront de sonner jusqu'à ce que la vérité éclate. Je le sens au plus profond de moi. Poirot rend visite à Miss Marple. Plus tard dans la matinée, Hercule Poirot apparut au cottage de Miss Marple. Il était impeccable, comme toujours, même si ses chaussures vernies semblaient déplacées dans l'étroit chemin du village. « Ah, mademoiselle, dit-il en s'inclinant, je viens m'entretenir avec le véritable expert en nature humaine. La police a ses méthodes. Moi, Poirot, j'ai mon ordre et ma logique. Mais vous avez le village. À nous deux, peut-être découvrirons-nous la vérité. » Miss Marple sourit. « Je ne sais pas si je suis experte, monsieur Poirot, mais j'ai vu bien des petits désagréments au cours de ma vie. Les gens sont très semblables, que ce soit à Rose Hill ou à Sainte-Marie-Mead. » Poirot s'assit délicatement. « C'est vrai. Je perçois déjà les rivalités. Le vicaire et sa femme, lui l'optimiste, elle la lasse. Le compagnon, si soigné, si observateur. L'organiste, timide mais passionné par ses cloches. Et toujours au centre, feu Monsieur Fitch, dont la générosité n'était peut-être pas sans calcul. » Miss Marple croisa les mains. On n'apprécie pas toujours un homme qui impose sa volonté aux autres. Même lorsqu'il donne généreusement, il peut y avoir du ressentiment. Poirot se pencha en avant. Mais le ressentiment ne tue pas toujours. Alors qu'a-t-on pris dans sa poche? Voilà, je crois, la question. Miss Marple hocha la tête. Et qui craignait de découvrir ce qu'il y avait dans son tiroir verrouillé? Une confession au presbytère. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock se rendit de nouveau au presbytère. Il posa au révérend Denham une série de questions concises sur le rôle de Fitch dans les comptes de l'Église.
Le vicaire répondit promptement, même si ses mains s'agitaient avec ses papiers. Ce fut madame Denham, pâle mais posée, qui rompit enfin le silence. « Inspecteur, je dois vous dire que M. Fitch a insisté auprès de mon mari pour qu'il approuve le nouveau mécanisme des cloches. Il a même dit qu'il en couvrirait les frais lui-même, si seulement c'était fait rapidement. Mais j'ai supplié Cyril de ne pas accepter. » Cradock la regarda attentivement. « Pourquoi, madame Denham ?» Elle joignit les mains. « Parce que je craignais que M. Fitch ne veuille contrôler non seulement les cloches, mais toute la paroisse. Tout devait porter son nom, son influence. Le toit de l'église, les fêtes, la chorale. Toujours M. Fitch derrière. C'était trop. » Le crayon de l'inspecteur s'agita vivement. « Et avez-vous dit cela à M. Fitch ?»« Oui. » Sa voix tremblait. « Je lui ai dit que les cloches étaient sacrées, pas son jouet. Il a ri. » Cradock la remercia gravement, mais lorsqu'il partit, elle resta immobile, le visage blême. Miss Marple, admise pour le thé pendant l'entretien, posa doucement la main sur la sienne. « Ma chère, tu as bien fait de parler, mais souviens-toi, il est parfois dangereux de s'opposer à ceux qui persistent dans leur voie. » Les mots calmes de Lydia Carr. Ce soir-là, Lydia Carr se promenait avec Miss Marple dans le cimetière. Le calme de sa compagne était, comme toujours, remarquable. Pourtant, ses yeux étaient emplis de réflexion. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement, je crois que M. Fitch cachait quelque chose. Il y avait des papiers qu'il ne voulait pas que Madame Fitch voie. Ce matin-là, il m'a envoyé poster une lettre marquée « Urgente ». Je me suis toujours demandé, qu'y avait-il dedans? Et si elle était enfin arrivée à Londres? « L'avez-vous dit à l'inspecteur Cradock ?» demanda Miss Marple. « Oui, mais il a juste haussé les épaules. Je pensais que tu pourrais comprendre. » Miss Marple la regarda avec douceur. « Les lettres sont souvent plus dangereuses que les pistolets, ma chère. J'ai vu des mariages brisés et des réputations ternies à cause d'une simple enveloppe. » Les lèvres de Lydia se pincèrent. « Alors c'est peut-être pour ça que M. Fitch est mort. » Le carnet de Miss Marple. Ce soir-là, dans son cottage silencieux, Miss Marple ouvrit de nouveau son carnet. Sa main soignée nota « Madame Denham » s'opposait aux cloches, craignait la domination de Fitch. Howard, presque tué, a parlé d'un voie. Lydie, lettre postée immédiatement. Tiroir fermé à clé. Madame Fitch, absente, mystérieuse. Elle tapota pensivement le crayon. Des motivations commençaient à se manifester. Ressentiment, peur, secret. Mais lequel d'entre eux avait le courage ou le désespoir d'agir? Elle murmura. Ce n'est jamais la querelle elle-même qui compte, mais ce qui se cache derrière. On tue plus souvent par orgueil que par colère. Puis elle referma le carnet et souffla sa lampe. Car demain, elle le savait, apporterait de nouvelles révélations. À Rose Hill, les ombres s'allongeaient, et les secrets ne restaient jamais enfouis bien longtemps. Chapitre 8. Le tiroir déverrouillé. La grange, autrefois le fier siège de Roland Fitch, paraissait étrangement diminuée dans les jours qui suivirent sa mort. Les rideaux restaient à moitié tirés. Les domestiques se déplaçaient doucement, et l'air intérieur semblait vicié, comme si la maison elle-même retenait son souffle. L'inspecteur Cradock arriva ce matin-là avec autorité, accompagné d'un serrurier. Miss Marple, qui passait par là avec sa discrétion habituelle, fut gentiment accueillie par Lydia Carr, qui murmura « Il vaut mieux que vous soyez ici, Miss Marple. Vous voyez des choses. » Le tiroir cède. Le serrurier manipula le bureau en un clin d'œil. Un clic, un tour, et le tiroir verrouillé s'ouvrit avec un bruit étrangement hésitant. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier bien rangée, une enveloppe adressée de la main précise de M. Fitch et une petite clé attachée à une chaîne. Cradock les examina avec une prudence méticuleuse. Les documents étaient redécomptes, chiffres du financement du toit, liste de donateurs, reçus d'achats récents. Pourtant, parmi eux se trouvait un mémo intitulé « Proposition pour l'électrification des cloches de Saint-Dominique ». Les chiffres montrent une dépense d'argent considérable.
bien plus importante que ce qui avait été mentionné lors des réunions du comité. « Seigneur, murmura Craddock, il a investi la moitié de sa fortune là-dedans. » Poirot, se penchant délicatement au-dessus du tiroir, désigna l'enveloppe. « Permettez-moi, inspecteur. Ceci, je pense, nous intéressera davantage. » La lettre était adressée à un cabinet d'avocats londonien. Son contenu était bref mais saisissant. La situation est critique. Je ne peux plus me laisser tromper. Si mes soupçons se confirment, il faut agir immédiatement. Je vous écrirai de nouveau après la fête. La signature était claire. Roland Fitch. Un murmure parcourut la pièce. Lydia Carr serra les mains fermement, son sang-froid intact, à l'exception d'une légère crispation au coin de sa bouche. « Et la clé ?» demanda Craddock. Poirot le souleva délicatement. « Trop petit pour ce tiroir. Il est peut-être relié à une armoire ou à une caisse. Mais où est la caisse elle-même ? » Madame Fitch apparaît. À ce moment-là, Madame Fitch entra en personne. Pâle, posée, avec un léger air de fragilité, elle semblait plus une ombre qu'une substance. « Vous avez ouvert le tiroir, inspecteur ? Mon mari était très exigeant. Il détestait qu'on s'en mêle. » Craddock s'éclaircit la gorge. « Je regrette cette intrusion, madame. Mais certains points nécessitent des explications. Cette lettre, par exemple. » Ses yeux se posèrent dessus, puis se détournèrent. Roland était toujours dramatique. Il voyait des griefs là où il n'y en avait pas. « Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il voulait dire. » La voix douce de Miss Marple l'interrompit. « Pardonnez-moi, Madame Fitch, mais il arrive qu'un homme qui craint de tromper sa femme ne se confie pas à elle. Il peut plutôt écrire à d'autres. » Les mains de Madame Fitch tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son châle. « Peut-être. Il avait des affaires. » Je ne suis pas intervenu. Une note cachée Poirot, quant à lui, n'avait pas cessé sa recherche délicate. Sous la pile de reçus, il trouva un petit bout de papier plié, presque oublié. Il l'ouvrit et lut à voix haute. « Jeudi soir. Les cloches sonneront à la tombée de la nuit. Les préparatifs sont terminés. Assurez-vous que la clé est en place. » Il n'y avait aucune signature. La pièce sembla se rétracter. Le sang-froid de Lydia Carr vacilla pour la première fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait parler, puis se refermèrent. L'inspecteur Craddock avait l'air sombre. Ce n'était donc pas un hasard. Quelqu'un avait prévu que ces cloches sonnent. Miss Marple, le regard très doux, examina le mot. « C'est curieux, n'est-ce pas, que ce soit jeudi soir que le pauvre monsieur Howard soit tombé ? Celui qui a écrit cela avait pris ses dispositions avec soin. » Réflexion silencieuse. Plus tard, tandis que la police emportait les papiers, Miss Marple s'attarda près de la fenêtre du bureau. Le jardin était calme, les géraniums toujours en fleurs. Pourtant, elle repensa à la lettre au notaire, au billet non signé, à la caisse disparue. Dans son petit carnet ce soir-là, elle écrivait « Fitch s'adresse aux avocats. Il s'est senti trompé. Note non signée. Les cloches sonneront jeudi. Clé de la boîte. Boîte manquante. Madame Fitch évasive. Lydia Carr troublée. Elle tapota légèrement le crayon. Quelqu'un à Rose Hill avait tout fait pour utiliser les cloches, comme signal, comme couverture ou comme piège. Mais pour qui ? Et pourquoi Roland Fitch, si précis, si contrôlant, avait-il soudainement craint qu'Aille était-ce que je me faisais tromper ? Miss Marple replia son carnet. À sa manière calme, elle savait que la situation était en train de changer. Les cloches de Saint-Dominique avaient là déjà sonné 2 fois. Si le meurtrier avait gain de cause, elles sonneraient à nouveau. Et pas de joie. Chapitre 9. Fils sur le web. La découverte du contenu du tiroir avait de nouveau secoué Rose Hill. Que Roland Fitch ait craint d'être dupé était, pour les villageois, une preuve tangible du contraire. La seule question était de savoir par qui. Et ici, les rumeurs se divisèrent en factions aussi rapidement que lors d'un match de cricket. Certains juraient que c'était Lydia Carr, la discrète compagne, qui devait en savoir trop sur les papiers de Fitch. D'autres murmuraient à propos de Madame Fitch elle-même, la pâle invalide qui en voyait plus qu'elle ne le laissait paraître. D'autres encore se concentraient sur le pauvre Arthur Howard,
nerveux, pâle, et maintenant étendu dans son lit, couvert de bleu après son accident dans la tour. Miss Marple écoutait tout cela sans rien dire, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement. Elle savait qu'il valait mieux ne pas contredire les ragots. Les ragots étaient comme les graines de pissenlit. Une fois libérées, elles volaient partout. Mais en se dispersant, elles révélaient parfois la direction du vent. Un test de Madame Denham. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple retourna au presbytère, où elle trouva Madame Denham seule. Le pasteur était sorti rendre visite aux paroissiens, laissant sa femme dans le calme du salon. Miss Marple sortit un petit paquet de sachets de lavande. « Parfait pour les tiroirs », dit-elle doucement, et commença à parler de bagatelles ménagères. Puis, comme en passant, elle fit remarquer « Quelle curiosité ce mot sur jeudi soir ! Le pauvre monsieur Howard aurait facilement pu être tué. » La main de Madame Denham, qui tenait la théière, trembla légèrement. Une goutte se répandit sur le plateau. « Oui, » murmura-t-elle. « Horrible. » « Vous savez, » poursuivit doucement Miss Marple, « j'ai entendu parler d'une dame qui faisait sonner les cloches à une heure précise, afin que son mari y voie un présage. Elle pensait que cela l'effrayerait et l'empêcherait d'abandonner un projet insensé. » Madame Denham leva vivement les yeux, le regard surpris. Puis elle se reprit et laissa échapper un rire nerveux. « Quelle imagination vous avez, Miss Marple. Je n'oserais jamais tenter une chose pareille. » Miss Marple sourit agréablement. « Non, ma chère. Il faut être absolument certain du résultat, sinon les accidents arrivent. » Lorsqu'elle partit, elle emporta avec elle l'impression d'une femme sur le point de craquer sous une tension trop lourde à supporter. Une conversation avec Lydia Carr. Ce soir-là, Miss Marple invita Lydia Carr dans son cottage sous prétexte de comparer des recettes de génoise. Une fois assise avec une tasse de thé, Miss Marple fit remarquer « J'imagine que vous avez de nombreuses responsabilités, ma chère. Le poste de compagne peut être très éprouvant. » Le sang-froid de Lydia vacilla pour la première fois. « Ce n'est pas toujours facile. Madame Fitch dépend de moi. Pourtant, elle a ses sautes d'humeur. Monsieur Fitch pouvait être exigeant. J'ai essayé de maintenir la paix entre eux. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. La paix, comme les comptes, n'est pas toujours facile à gérer. On y met de la patience, on y retire de la fatigue. Et parfois, le tiroir ne ferme pas bien. L'espace d'un instant, le visage de Lydia se durcit, comme si elle entendait plus dans les mots que ce qui était dit. « Je n'ai rien fait de mal, Miss Marple. »« Rien. »« Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « personne ne pense jamais qu'ils le font. » L'inquiétude de Poirot. Plus tard, Poirot partit à la recherche de Miss Marple. Il la trouva dans son jardin, parmi ses roses trémières, une pelote de laine sur ses genoux. « Ma chère, » dit-il gravement, « vous jouez un jeu dangereux. Ces dames sont au bord de la rupture. Les presser pourrait les pousser à révéler beaucoup de choses, mais cela pourrait aussi les inciter à agir de manière irréfléchie. » Miss Marple leva les yeux sereinement. « On ne peut savoir, monsieur Poirot, sans essayer. Les gens sont comme des mailles de tricot. Tirez doucement, et vous découvrirez le motif. » Poirot secoua la tête avec une exaspération affectueuse. « Toujours, vous, les Anglaises, avec vos tricots. Et pourtant, je l'avoue, vous avez souvent raison. » L'indice dans le jardin. Ce soir-là, alors que Miss Marple rentrait du presbytère, elle passa devant la grange. Dans la pénombre, elle aperçut une chose curieuse. Le parterre de fleurs près de la fenêtre du bureau avait été remué, la terre fraîchement retournée. En se penchant plus près, elle remarqua l'empreinte d'une petite boîte, récemment enterrée, puis retirée à la hâte. Elle se pencha et toucha la terre. Encore humide. Quelqu'un y avait caché quelque chose et l'avait emporté. Lorsqu'elle arriva à son chalet, elle ouvrit son carnet et ajouta « Madame Denham », tremblement à la mention des cloches. Lydia Carr, sur la défensive, parle de paix. Terre fraîche à grange, boîte cachée puis déplacée. La clé sur la chaîne n'a toujours pas été retrouvée. Elle souligna la dernière phrase. Puis, avec son calme habituel,
Elle rangea son tricot et se prépara à aller se coucher. Mais dans sa tête, elle revit les cloches de Saint-Dominique sonner dans l'obscurité et entendit l'écho du murmure d'Arthur Howard. Pas les cloches, la voix. Une voix avait sonné ces cloches, et Miss Marple, patiente comme toujours, comptait bien découvrir de qui il s'agissait. Chapitre 10. La boîte dans le sol. Le lendemain matin, radieux après la pluie, le genre de journée anglaise qui semble faussement clémente. Haies humides scintillantes, merles chantants, chaumières fumant faiblement au soleil. Pourtant, sous la fraîcheur de l'air, Rose Hill restait agitée, car la nouvelle s'était répandue. L'inspecteur Craddock recherchait un boîte. Que Roland Fitch ait tenu quelque chose de plus que des contes était désormais supposé par tous les villageois, et chacun l'interprétait à sa guise. La découverte du gendarme. Ce fut l'agent Drake, un homme sérieux et sans imagination, qui la trouva. En examinant les buissons derrière la grange, il heurta une pierre du pied. En dessous se trouvait un trou peu profond, grossièrement comblé. Ils en sortirent une petite caisse en fer dont la serrure était cassée et l'intérieur vide. L'inspecteur Craddock la retourna d'un air sombre. C'est donc à cela qu'appartenait la clé manquante. Et quelqu'un a pris soin de la cacher ici après l'avoir forcée. Poirot haussa délicatement les sourcils. C'est curieux, n'est-ce pas, qu'ils cachent la boîte sans la détruire? Pourquoi laisser derrière eux la carcasse du crime? Miss Marple, qui avait été immédiatement convoquée, sa présence étant désormais attendue, voire officiellement autorisée, remarqua avec douceur. On est souvent plus prudent avec ce qu'on prend qu'avec ce qu'on laisse. Un voleur pense à la possession, pas aux traces. Ce que la boîte contenait. La découverte fit grand bruit à Rose Hill. Madame Pottle déclara au bureau de poste que la boîte contenait des diamants, sans aucun doute. Le colonel Arbuthnot rétorqua qu'il s'agissait d'argent de l'église, volé dans le fond du toit. Madame Briggs, quant à elle, insista sur le fait qu'il s'agissait de lettres d'amour, car rien d'autre n'expliquerait un tel secret. Seule Miss Marple resta assise tranquillement dans son jardin plus tard, réfléchissant. Une caisse enregistreuse contient rarement des lettres d'amour. L'argent était plus probable, ou des papiers qui portaient atteinte à l'honneur. Et Fitch, avec son tempérament autoritaire, aurait bien pu conserver des documents que d'autres auraient souhaité garder secrets. Une visite à la chambre du malade Arthur Howard, bien que toujours pâle et faible, avait retrouvé suffisamment de force pour parler plus distinctement. Miss Marple lui rendit visite cet après-midi-là, portant du bouillon. Il la regarda avec des yeux fiévreux. « Les cloches, Miss Marple, ce n'est pas moi qui les ai sonnées. Je le jure, je suis juste allé voir. Mais j'ai entendu quelqu'un au-dessus de moi. Un pas, une voix. Elle disait... » Il hésita et ses mains tremblèrent. « Oui, ma chère, » demanda doucement Miss Marple. Il disait... « La clé, où est la clé ?» Puis quelque chose a bougé et je suis tombé. Miss Marple lissa la couverture. « Merci, Arthur. Repose-toi maintenant. » Mais dans son esprit, les mots résonnaient avec force. Quelqu'un avait cherché cette clé dans la tour elle-même. Le malaise du vicaire. Ce soir-là, Miss Marple assista aux vêpres de Saint-Dominique. L'assemblée était clairsemée, l'air chargé de craintes inexprimées. Après la cérémonie, le révérend Denham s'attarda avec elle dans le cimetière. « Je ne comprends pas, Miss Marple, » avoua-t-il troublé. « Pourquoi les cloches de Dieu serviraient-elles à de tels méfaits? Fitch les destinait à la splendeur, pas à ceci. »« Les intentions, » dit doucement Miss Marple, « ne déterminent pas toujours les résultats. C'est ce qui se cache derrière qui compte. Monsieur Fitch était peut-être bien intentionné, ou pas, mais d'autres, peut-être, craignaient ce qu'il savait. » Le vicaire soupira. « Je me demande parfois si le fardeau n'est pas trop lourd pour ma femme. Elle n'a pas été elle-même. » Miss Marple le regarda avec une gentillesse discrète. « Parfois, révérend, nos proches portent plus de fardeau qu'on ne le pense. » Conclusion silencieuse. De retour à son chalet, Miss Marple ouvrit son carnet et écrivit « Caisse, trouvée, vide, enterrée. »
Howard entendit. « Où est la clé ?» La clé était sur la chaîne de Fitch. Elle a disparu. Motif, pas seulement des cloches, mais des papiers, de l'argent, des secrets. Elle a souligné le dernier mot. Puis elle s'assit, le regard pensif. Au cours de sa longue vie, elle avait vu des querelles de testament, de terre, d'orgueil. Mais les querelles les plus dangereuses étaient celles qui touchaient à la honte cachée. On était prêt à risquer gros pour préserver sa réputation. Les cloches, murmura-t-elle, n'étaient que le rideau. La pièce elle-même est derrière. Et à cet instant, Miss Marple comprit que le sort de Saint-Dominique n'était pas encore terminé. Le tueur avait pris une fois, peut-être deux, et si la vérité n'était pas révélée avec douceur, il n'hésiterait pas à frapper à nouveau. Chapitre 11. Le jour reconstitué. À présent, tout Rose Hill ne parlait plus que de M. Fitch, des cloches et de la mystérieuse caisse. Pourtant, malgré tous ces mots, rien n'était clair. Les souvenirs de chacun semblaient se contredire. C'est donc à Miss Marple, avec sa douceur et sa modestie, qu'il incomba de commencer à démêler les fils, le goûter de Miss Marple. C'est Dolly Bantry qui a suggéré ce rassemblement. « Vraiment, Jane, on n'arrivera à rien si on ne réunit pas tout le monde et si on ne les fait pas dire ce qu'ils ont vu, comme on le fait quand on se dispute à propos de cuillères à café perdues. » Miss Marple sourit. « Ma chère Dolly, les gens ne disent que pas toujours la vérité lorsqu'on leur demande directement. Mais peut-être que, s'ils se sentent à l'aise, ils laisseront filer les choses. » Il fut donc convenu qu'un petit groupe prendrait le thé dans le jardin de Miss Marple, officiellement pour admirer ces roses trémières. Étaient présents Madame Denham, pâle mais posée, Lydia Carr, calme et soignée comme toujours, le colonel Arbuthnot, à la voix ferme et à l'opinion ferme, et Madame Pottle qui s'était invitée, déclarant ne pas pouvoir résister à la vue des roses trémières. Poirot, impeccablement mis, se joignit à l'air faible de quelqu'un qui se plie aux coutumes du village anglais. L'après-midi raconté, Miss Marple servit le thé, les mains fermes, l'air presque distrait. C'était une fête si agréable, n'est-ce pas? On pourrait peut-être se remémorer le déroulement de l'après-midi. J'avoue que ma mémoire est altérée. Madame Pottle prit aussitôt la parole. Eh bien, je peux vous le dire. Les discours commencèrent à 3 heures précises. Je m'en souviens, car le maire était nerveux et butait sur ses notes. Monsieur Fitch devait ouvrir la tombola après, mais il est entré dans l'église. Je l'ai vu traverser le porche. Le colonel Arbuthnot intervint. Oui, et j'étais près du kiosque à musique. Les cloches ont sonné à peine un instant plus tard. Un timing très étrange, me dis-je. Miss Marple hocha la tête. Et vous, Madame Denham? Madame Denham rougit légèrement. J'aidais à la tente à thé. M. Fitch m'a parlé brièvement juste avant les discours. Il était surexcité. J'ai à peine saisi ces mots, mais j'ai cru qu'il avait parlé du tiroir. La voix de Lydia Carr était basse et précise. À ce moment-là, je distribuais des billets près du portail de l'église. Je ne l'ai pas vu entrer, mais j'ai entendu les cloches sonner. Elles ont surpris tout le monde. « Et M. Howard ?» demanda doucement Poirot. Madame Pottle pinça les lèvres. Il prétend qu'il était dans les stalles du chœur. Mais je l'ai vu sortir de la sacristie un quart d'heure plus tôt. Il était pâle à en perdre connaissance. Miss Marple sourit gentiment. C'est curieux, n'est-ce pas, comme chacun de nous se souvient légèrement différemment. Pourtant, quelque part dans nos souvenirs se trouve la vérité. Un test subtil. Tandis que le thé était servi et que les assiettes de génoise passaient, Miss Marple remarqua presque pour elle-même. Bien sûr, la clé manquante a dû être emportée avant que M. Fitch n'entre dans l'église. Sinon, comment le tiroir aurait-il pu être si soigneusement fermé? Il y eut un court silence. Madame Denham baissa sa tasse d'une main tremblante. Le regard de Lydia Carr se posa brusquement sur elle. Le colonel Arbuthnot grogna, tandis que Madame Pottle se penchait avec empressement. Miss Marple continua sereinement. « Les clés sont des petites choses si encombrantes, si faciles à glisser d'une poche, si faciles à dissimuler. J'ai connu une femme de chambre qui avait caché une clé dans le bord de son tablier pendant des semaines.
Elle l'avait complètement oubliée, jusqu'à ce qu'elle la lave et que la blanchisseuse la retrouve flottant. Lydia Carr dit soudain « Monsieur Fitch n'a jamais égaré ses clés. » Son ton était trop sec pour son calme habituel. Les moustaches de Poirot tressaillirent. « Peut-être pas, mais quelqu'un d'autre a peut-être trouvé le plus pratique. » Après le départ des invités. Une fois les invités partis, Miss Marple s'assit avec Poirot sous les roses trémières. L'air embaumait l'été, mais ses pensées étaient loin d'être sereines. « Vous avez remarqué, monsieur Poirot, que la main de madame Denham tremblait à la mention de la clé. » Poirot inclina la tête. Et comme mademoiselle Carr a été prompte à défendre l'habit de monsieur Fitch. « Oui, tout à fait. » Miss Marple pliait son tricot. « Les gens se trahissent par de petites choses. Ce n'est pas toujours ce qu'ils disent, mais plutôt le fait qu'ils ne maîtrisent pas vraiment leurs mains. » Poirot sourit. « Tu crois donc que la clé a été prise par une femme ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Je pense simplement que les femmes sont souvent blâmées lorsque les hommes sont négligents. Mais dans ce cas, peut-être, ce n'est pas totalement injuste. » Le carnet. Ce soir-là, Miss Marple ajouta une autre page à son carnet. Chronologie, 3 heures les discours commencent. 3h10 Fitch vu entrant dans l'église. Les cloches sonnent presque immédiatement après. Fitch retrouvé mort dans le porche. Madame Denham a parlé avec Fitch d'un tiroir. Les mains tremblaient. Lydia Carr, trop sur la défensive à propos des clés de Fitch. Howard, aperçu près de la sacristie avant l'incident. Note dans le tiroir. Les cloches du jeudi soir. Elle a souligné tiroir et clé. Puis elle posa son crayon, car Miss Marple commençait à entrevoir les contours d'un plan, maladroit par moments, astucieux par d'autres. Et elle savait, comme elle l'avait toujours su, que les cloches de Saint-Dominique avaient servi non seulement à masquer un décès, mais aussi à signaler quelque chose de bien plus dangereux. Chapitre 12. Le fardeau d'une épouse. Les cloches de Saint-Dominique restèrent silencieuses pendant plusieurs jours, comme si la tour elle-même ressentait la peur qu'elle avait semée. Pourtant, le silence dans le village ne signifiait pas la paix. Au contraire, le silence semblait plus pesant, empli de murmures derrière les rideaux et de coups d'œil furtifs dans les ruelles. Un matin, Miss Marple se rendit au presbytère avec un petit bouquet de pois de senteur. Ce n'est pas le vicaire qui ouvrit la porte, mais sa femme. Le visage de madame Denham était pâle, les yeux cernés par l'insomnie. « Mademoiselle Marple, » dit-elle avec un sourire forcé, « comme c'est gentil. Je vous en prie, entrez. » Un calme fracturé. Le salon du presbytère présentait des signes de désordre. Des papiers éparpillés sur le bureau, une tasse à moitié vide, un panier à couture renversé. Madame Denham, d'habitude si calme, gesticulait avec les gestes agités de quelqu'un qui n'arrive pas à se calmer. « Je ne sais plus trop quoi faire ces temps-ci, » dit-elle en joignant et en déjoignant les mains. « La paroisse exige de la constance, mais je n'y parviens pas. » La voix de Miss Marple était douce. « Ma chère, c'est naturel. La tragédie nous perturbe tous, mais parfois, il n'y a pas que la tragédie, n'est-ce pas? Parfois, les fardeaux sont plus lourds. » Les lèvres de madame Denham s'entr'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. Elle finit par s'affaler sur une chaise. « Vous êtes très perspicace, Miss Marple. »« Oui, il y a des fardeaux. Roland Fitch n'était pas ce que les gens croyaient. Il a terriblement insisté sur mon mari. Il l'a menacé. » La menace révélée, Miss Marple s'assit en avant, les mains jointes. L'avoir menacé? Comment? Les yeux de madame Denham se remplirent de larmes. Les comptes. Fitch prétendait que le fonds de l'église était irrégulier. Il disait que Cyril avait mal géré l'argent du toit. Ce n'était pas vrai. Pas vraiment? Juste une question de retard à la banque. Mais il a dit qu'il dénoncerait tout cela, ruinant la réputation de Cyril. À moins qu'il n'accepte les cloches, termina doucement Miss Marple. Oui. Les mains de madame Denham tordaient son mouchoir. Il a dit qu'il donnerait le mécanisme,
mais seulement si Cyril lui en donnait les pleins pouvoirs. Ce n'était pas de la générosité, c'était du contrôle. Et donc votre mari a résisté ? Pendant un temps, mais il s'est lassé. Et moi, oh Miss Marple, j'ai eu peur qu'il cède. C'est pourquoi j'ai dit à M. Fitch qu'il devait arrêter, qu'il touchait à des choses sacrées. Il s'est contenté de rire. Il a dit « Vous ne pouvez pas l'empêcher, madame. Les cloches sonneront quand je vous l'ordonnerai. » Poirot arrive. À ce moment-là, Poirot entra, conduit par la servante. Il s'inclina avec gravité. « Pardonnez-moi cette intrusion, madame, mais il vaut mieux que vous disiez la vérité maintenant, avant qu'on ne vous l'impose plus tard. » Madame Denham sursauta. « Vous savez ?» Poirot leva un doigt délicat. « Je sais ceci. Monsieur Fitch était en possession de certains documents et il a écrit à ses avocats pour signaler qu'il avait été trompé. Si la réputation de votre mari était en danger, alors vous aviez un motif pour le réduire au silence. Mais un motif n'est pas une preuve. » Miss Marple répondit doucement. « Non, en effet. Mais peut-être connaissez-vous autre chose, ma chère, un élément clé. » Madame Denham poussa un cri sourd. « Je n'y ai jamais touché. Je jure que non. Mais je savais. Cyril en avait un double. Il me l'a montré un jour, il y a longtemps, en cas de besoin. Si M. Fitch découvrait que... » Elle s'interrompit, les mains sur le visage. Poirot et Miss Marple échangèrent un regard. La femme du pasteur avait révélé plus qu'elle ne le pensait. Fitch avait découvert l'existence d'une autre clé, et c'était peut-être ce qu'il voulait dire dans sa lettre inquiétante. Plus tard, dans le cottage. Ce soir-là, Miss Marple nota ses pensées dans son carnet. Fitch a menacé le vicaire d'irrégularité dans le financement. Il exigeait l'autorité sur les cloches. Il existait un double de clés. Madame Denham en était consciente. Fitch, trompé. Peut-être cela ou plus. Elle tapota le crayon. Ce n'était donc pas seulement de l'orgueil ou une querelle, murmura-t-elle. C'était du chantage. Le chantage est un jeu dangereux. Tôt ou tard, quelqu'un craque. Elle pensa aux mains tremblantes de Madame Denham, au sang-froid de Lydia Carr, à la pâleur de Madame Fitch qui dissimulait peut-être plus qu'une fragilité, et elle pensa aux cloches qui sonnaient violemment à l'heure de la mort. Non pas un simple bruit, mais un signal. Un signal pour qui ? Murmura-t-elle. Un indice sombre. Cette nuit-là, alors que Miss Marple se couchait, elle entendit de faibles pas dans le chemin devant son cottage. Elle se leva et jeta un coup d'œil derrière son rideau. Au clair de lune, elle aperçut une silhouette qui passait en hâte, grande, vêtue d'un manteau, se dirigeant vers l'église. Elle l'observa jusqu'à ce que les ombres l'engloutissent. Puis elle murmura « Les cloches ne sont pas finies. » Oh non, elles ont encore une histoire à raconter. Chapitre 13. Les cloches sonnent à nouveau. Le village de Rose Hill était encore agité lorsque la troisième perturbation survint. C'était un dimanche soir, juste au moment où la congrégation venait de se disperser après les vêpres. Le crépuscule s'abattait lourdement sur les ifs et l'air sentait la pluie. Puis, avec une soudaineté effroyable, les cloches de Saint-Dominique éclatèrent en un carillon retentissant, rauque, irrégulier, insistant. Des halètements et des cris s'élevèrent du cimetière. Les gens se retournèrent, effrayés, certains s'accrochant les uns aux autres. « Encore !» cria quelqu'un. « Encore ces maudites cloches !» Mais cette fois, Miss Marple était prête. Le plan discret de Miss Marple. Depuis les aveux de Madame Denham, Mademoiselle Marple avait mûrement réfléchi. Elle avait trop souvent vu à St. Mary Mead et ailleurs comment la peur se mue en violence lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Si le meurtrier n'était pas démasqué, il y aurait sûrement un autre décès. Elle avait donc parlé doucement à l'inspecteur Craddock et même à Poirot, bien qu'il ait haussé les sourcils devant sa simplicité. « Un piège, monsieur. C'est avec l'objet le plus désiré qu'il est le mieux appâté, » avait-elle dit. Et ainsi, tandis que l'assemblée se dispersait, elle-même s'était attardée dans la sacristie, prononçant une seule remarque, assez fort pour deux oreilles attentives.
Étrange, n'est-ce pas, que la clé manquante ait enfin été retrouvée. Le signal. Lorsque les cloches sonnèrent, Miss Marple se dirigea calmement vers le pied de la tour. Poirot et Cradock, déjà en position, s'avancèrent rapidement pour bloquer la porte extérieure. La foule se pressa en murmurant. Des ténèbres de la chambre retentissante surgit une silhouette, essoufflée, le regard hagard, une corde toujours serrée dans sa main. C'était Lydia Carr. La compagne soignée, si calme, était transformée. Ses cheveux étaient en désordre, ses joues rouges, ses mains tremblaient. Je vérifiais juste le mécanisme, balbutia-t-elle. Monsieur Fitch le souhaitait. Il le souhaitait. La voix de Poirot était très douce. Mais non, mademoiselle. Monsieur Fitch souhaitait beaucoup de choses, mais il ne souhaite plus rien du tout. Ces cloches, vous les avez sonnées ce soir parce que vous croyiez que la clé avait été découverte et que vous redoutiez ce qu'elle allait ouvrir. La confrontation. La foule haleta. Madame Pottle agrippa le bras du colonel Arbuthnot. Madame Denham se couvrit la bouche. Le sang-froid de Lydia se brisa. Il le fallait. Vous ne comprenez pas. Il l'aurait ruinée. Ruinée, Madame Fitch. Il a menacé de révéler ses lettres. Il a dit qu'elle avait écrit à un autre homme des années auparavant, avant son mariage. Des lettres insignifiantes, ridicules, mais suffisantes pour déshonorer son nom. Il en a ri. Sa voix tremblait. Elle n'a pas pu le supporter. Sa santé est déjà fragile. Il voulait la contrôler avec ça, comme il contrôlait tout le monde. Alors j'ai pris la clé. Je voulais seulement récupérer les lettres dans son tiroir. Mais il m'a surprise sous le porche. Il a ri de nouveau et m'a dit que j'étais autant en son pouvoir qu'elle. Quelque chose a craqué. Je l'ai poussé. Il est tombé. Elle se prit le visage dans les mains. Les cloches cachaient tout. Je ne voulais que les lettres. Je n'ai jamais voulu. Miss Marple explique. La voix de Miss Marple, calme et claire, résonnait dans le cimetière silencieux. C'étaient les petits détails, voyez-vous. La poche retournée, le tiroir verrouillé, la graisse sur les cordes. Et surtout, la voix que le pauvre monsieur Howard entendait dans la tour. Pas celle de monsieur Fitch, mais la vôtre, mademoiselle Carr, cherchant la clé. Vous vouliez désespérément la trouver avant qu'il ne l'utilise contre madame Fitch. Vous avez disposé les cloches pour que personne n'entende la chute. L'inspecteur Cradock s'avança. Mademoiselle Lydia Carr, je vous demande de m'accompagner. Lydia se redressa brusquement, retrouvant son calme malgré un effort. Je le referai. C'était un homme cruel, mais je n'ai pas tué pour moi-même. J'ai tué par loyauté. Poirot inclina gravement la tête. La loyauté, mademoiselle, peut être le mobile le plus dangereux. Après le péage, tandis que Lydia était emmenée, les cloches se turent à nouveau. Les villageois s'éloignèrent en groupes inquiets, murmurant loyauté, cruauté, et évoquant le terrible son du crépuscule. Miss Marple, rentrant lentement chez elle avec Dolly Bantry, dit seulement « Ce sont toujours les petites choses, ma chère, comme une main qui tremble, comme une poche qui se vide, comme les cloches qui sonnent quand il n'y a personne dans la tour. Les petites choses révèlent ce que l'orgueil et la loyauté tentent de cacher. » Dolly frissonna. « Je n'entendrai plus jamais les cloches de l'église sans y penser. » Miss Marple sourit faiblement. « C'est peut-être aussi bien. » Chapitre 14. Les suites silencieuses. Le lendemain, Rose Hill était encore en effervescence à cause de l'arrestation de Lydia Carr. Le bureau de poste accueillait plus de clients que jamais. Madame Pottle présidait avec une autorité royale, racontant la capture dramatique de Lydia dans la tour avec des fioritures qui s'amplifiaient d'heure en heure. Pourtant, malgré toute cette excitation, un certain malaise régnait. Pour beaucoup, Lydia était l'image même du sang-froid et du devoir. Qu'elle ait tué entre tous était à la fois choquant et curieusement crédible, car les villageois, bien que souvent dans l'erreur, sont rarement surpris. Le salon de Miss Marple.
Ce soir-là, l'inspecteur Craddock, Hercule Poirot et Dolly Bantry se retrouvèrent au cottage de Miss Marple. Les roses trémières du jardin se balançaient doucement dans le crépuscule, comme si elles aussi les écoutaient. Miss Marple servit le thé avec sa sérénité habituelle. « J'ai pensé, dit-elle doucement, que nous devrions peut-être mettre les choses au clair, avant que le village n'invente trop d'améliorations. » Poirot inclina gravement la tête. « Ma chère, tout l'honneur vous revient. » L'explication, Miss Marple croisa les mains. C'était très simple, en fait. Roland Fitch contrôlait les gens comme il contrôlait ses comptes, par la pression, en les contrôlant. Avec Madame Denham, c'était les fonds de l'Église. Avec Madame Fitch, c'était ses lettres de jeunesse. Et avec Lydia Carr, c'était le fait qu'elle savait qu'elle connaissait les deux. Dolly Bantry haleta. « Alors elle l'a tué par loyauté ?»« Moitié loyauté, moitié désespoir, » dit Miss Marple. Elle voulait sauver sa maîtresse du déshonneur. Fitch se moqua d'elle, comme il se moquait de tout le monde, et elle craqua. Elle avait déjà fait sonner les cloches, avec de la graisse et une corde lestée, pour que personne n'entende ce qui se passait sous le porche. Elle le poussa. Il se cogna la tête. Les cloches couvraient tout. « Et la caisse ?» demanda Craddock. « Ah oui. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'était bien là son véritable objectif. Elle pensait que les lettres y étaient cachées. Elle prit la boîte, la força et n'y découvrit que des papiers et des comptes. Elle l'enterra précipitamment, avec l'intention de la retirer plus tard. Mais les lettres n'y étaient pas du tout. Elles avaient déjà été envoyées au notaire de Fitch. Poirot écarta les mains. « Voilà. Et la clé sur sa chaîne ? » « Happé dans la bagarre, » dit Miss Marple. Arthur Howard l'entendit le chercher dans la tour plus tard. Pauvre garçon. Il trébucha sur elle, et elle le fit tomber dans l'escalier, prise de panique. Il survécut, mais ses paroles, pas les cloches, la voix, a révélé la vérité. Réflexion. Il y eut un silence. Dolly Bantry frissonna. Tout ça pour quelques vieilles lettres ridicules. Quelle horreur! Miss Marple la regarda avec une fermeté douce. « Ma chère, on tue pour des broutilles. J'ai connu une jeune fille qui a empoisonné son employeur pour un simple morceau de dentelle. Pour nous, c'est insignifiant. Pour elle, c'était une question de vie ou de mort. » Craddock hocha lentement la tête. « Vous nous avez épargné bien des ennuis, Miss Marple. » Encore une fois. Poirot sourit. « Et vous avez fait ce que même Hercule Poirot n'aurait peut-être pas fait aussi vite. Vous avez écouté et vu. » Miss Marple rougit légèrement en ajustant son châle. Il suffit de le remarquer, en fait. Les villages se ressemblent beaucoup, que ce soit à Saint-Mary-Mead ou à Rose Hill. La nature humaine ne change pas. Les cloches restent silencieuses. Durant les semaines qui suivirent, les cloches de Saint-Dominique restèrent silencieuses. Le curé ne parla de les restaurer que lorsque le toit serait réparé, et les villageois acceptèrent. Personne n'était impatient d'entendre à nouveau leur sonnerie. Madame Fitch, pâle mais soulagée, se retira de la vie publique. Madame Denham retrouva peu à peu son calme. Arthur Howard, en convalescence, reprit sa musique, bien qu'il ne puisse pas encore franchir la tour sans frissonner. Et Lydia Carr, loyale et désespérée, attendait son procès. Le village la jugeait sévèrement dans certains quartiers, avec pitié dans d'autres. Mais tous s'accordaient à dire que le glas avait sonné pour elle autant que pour Roland Fitch. Épilogue. Par une belle matinée de septembre, Miss Marple prenait le thé avec Dolly Bantry sous les roses trémières. Le soleil était chaud, les abeilles industrieuses, le monde en apparence paisible. « Eh bien, Jane, » dit Dolly, « Rose Hill n'oubliera jamais cet été. Le meurtre, les cloches et la pauvre Lydia. Tu ne te lasses jamais de ces choses-là » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, ma chère, je ne les cherche pas. Mais quand on néglige la vérité, elle finit par éclater. C'est un peu comme les graines de pissenlit. On peut essayer de les cacher, mais elles flottent. Il suffit de remarquer où elles atterrissent. » Les cloches de Saint-Dominique, silencieuses au-dessus du village, restèrent muettes. Mais dans le silence qui suivit, Rose Hill retrouva lentement son rythme habituel. Thé, jardin, commérage,
avec seulement un léger frisson lorsqu'il levait les yeux vers la tour. Et Miss Marple, douce et observatrice, reprit son tricot, comme si elle n'avait rien fait du tout. Chapitre 15. Écho dans la tour. L'été laissait place à l'automne. Les haies de Rose Hill prenaient une teinte rouge baie, et l'air se vivifiait sous les brumes matinales. Extérieurement, le village retrouvait son rythme. Le courrier et le lait livrés à temps, les magasins ouverts à leurs heures habituelles, les voisins s'appelant par-dessus les murs des jardins. Mais sous le calme, persistait l'écho des cloches. Le procès de Lydia approche. La nouvelle parvint du chef-lieu du comté que Lydia Carr serait jugée avant l'hiver. Les villageois en parlaient constamment, certains avec indignation, d'autres avec pitié. Elle était loyale, celle-là, dit Madame Briggs chez le marchand de légumes. Trop loyale, peut-être. Mais je ne peux pas la croire méchante. Le colonel Arbuthnot exprima un profond désaccord. Un meurtre est un meurtre, et c'est tout. Que la loyauté soit pendue. Madame Pottle, bien sûr, a réussi à défendre les deux points de vue à la fois, déclarant que c'était tragique et scandaleux, selon le client qu'elle servait. Miss Marple, écoutant la queue pour les timbres, dit simplement « Il ne faut pas oublier que pitié et justice ne vont pas toujours de pair, mais je pense que les deux ont leur place. » Poirot prend congé Poirot, qui s'était attardé à Rose Hill pour régler les derniers détails, se rendit un soir au cottage de Miss Marple. Il s'inclina avec son élégance habituelle. « Ma chère, dit-il, une fois de plus vous avez fait preuve d'un grand sens de l'observation. J'avoue que j'aurais pu passer à côté du tremblement d'une main, de l'empressement à défendre les habitudes d'un défunt. Mais vous voyez les vérités qui se cachent dans le tricot. » Miss Marple rit doucement. « Les gens se ressemblent beaucoup, monsieur Poirot. La moindre incohérence les trahit. Et il n'est pas nécessaire d'être intelligent, il suffit d'être attentif. » Poirot sourit. « Alors peut-être apprendrai-je à tricoter, même si je crains que cela ne convienne pas à ma moustache. » Ils rirent tous deux doucement. Puis Poirot prit un air grave. « C'est curieux, n'est-ce pas ? Lydia Carr tuée par loyauté. Roland Fitch vivait pour le contrôle, et tous deux ont été anéantis par la même chose. L'orgueil. C'est toujours l'orgueil, sous une forme ou une autre. » « Oui, » dit doucement Miss Marple, « et l'orgueil est aussi dangereux dans un petit village que dans une grande ville. Peut-être plus encore, car il n'y a aucun endroit où le cacher. » Le village guérit lentement, le village reprit son souffle. Le vicaire et sa femme retrouvèrent leur calme. Madame Denham, bien que toujours fragile, souriait plus librement. Arthur Howard, retrouvant ses forces, joua de nouveau de l'orgue, mais il ne retournait jamais à la tour sans être accompagné. Madame Fitch se retira de la vue du public, mais sa santé s'améliora maintenant que l'ombre de son défunt mari ne pesait plus sur elle, et les cloches de Saint-Dominique restèrent silencieuses. Le conseil paroissial décida qu'elles ne sonneraient plus tant que le toit ne serait pas réparé et consacré. Ce silence, curieusement, était un réconfort pour les villageois. Une promenade tranquille. Un après-midi, Miss Marple et Dolly Bantry traversèrent ensemble les champs. L'air sentait la fumée de bois, et la tour de Saint-Dominique, au loin, se dressait noire sur le ciel pâle. « Jane, » dit Dolly, « crois-tu que le village oubliera Lydia et les cloches ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, Dolly. Les villages n'oublient jamais. Ils enterrent les choses, oui, et en parlent de moins en moins. Mais sous la surface, le souvenir persiste. Il fait partie intégrante du lieu, au même titre que les pierres de l'église ou les roses trémières du jardin. » Dolly frissonna. « Je suppose que tu as raison, même si parfois j'aimerais que ce ne soit pas le cas. » Miss Marple sourit. « Ce n'est pas si terrible, ma chère, car ce souvenir nous apprend la prudence et parfois la compassion. » Épilogue de Bells. Ce soir-là, assise seule près du feu, Miss Marple repensa à Lydia Carr, soignée, loyale, désespérée, et au son des cloches qu'ils sonnaient à la mauvaise heure. Elle savait que le village ne les entendrait plus jamais de la même façon. Elle ouvrit son carnet une dernière fois,
ajouta une seule ligne et la souligna. Les cloches peuvent sonner pour la fierté, la loyauté ou la peur, mais elles sonnent toujours pour la vérité. Puis elle ferma le livre, plia son tricot et s'autorisa un rare soupir de lassitude, car même Miss Marple, observatrice perspicace de la nature humaine, n'aspirait parfois qu'à un village tranquille où les cloches ne sonnaient qu'aux heures convenables. Et ainsi Rose Hill, blessée mais stable, reprit sa vie, avec la tour de Saint-Dominique se dressant au-dessus d'elle, silencieuse et solennelle, un rappel d'un été où la vérité avait sonné plus fort que les cloches elles-mêmes. Chapitre 16. De retour à la maison. L'automne s'approfondissait, et Miss Marple retourna enfin à St. Mary Mead. Rose Hill, avec ses cloches et ses secrets, n'avait été qu'un séjour temporaire, et même si elle laissait derrière elle des amis, et des souvenirs qui ne s'effaceraient pas de sitôt, son propre village l'attendait. Le train roulait tranquillement à travers haies et champs. Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, les pensées perdues. Les villages, songea-t-elle, étaient comme des jardins. Chacun avait ses mauvaises herbes et ses fleurs, ses roses fières et ses orties cachées. Mais le sol de la nature humaine était le même partout. Les questions de Raymond. Son neveu, Raymond West, la retrouva à la petite gare. Il aimait toujours entendre les aventures de sa tante, même s'il avait tendance à les habiller de phrases modernes qui la faisaient sourire. « Ma chère tante Jane », s'exclama-t-il en l'aidant à monter dans la voiture qui l'attendait. « Dolly Bantry m'a raconté toute l'affaire. Un meurtre, des cloches et l'honneur d'une dame. Quel drame! Il faut que tu me racontes tout. » Miss Marple sourit faiblement. « Ce n'était pas vraiment un drame, ma chère. Juste la nature humaine, qui se révèle comme elle le fait toujours lorsqu'on la pousse trop loin. » Raymond secoua la tête avec admiration. « Vous avez une chance extraordinaire, tante Jane. Imaginez être victime d'un meurtre où que vous alliez. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Ce n'est pas de la chance, ma chère. Simplement que tous les villages se ressemblent. Si on garde les yeux ouverts, on voit beaucoup de choses. » Une leçon sur la nature humaine. Plus tard, au presbytère, autour d'un thé avec Griselda Clément, Miss Marple raconta les événements. Griselda, encore jeune et espiègle, s'écria « Oh, c'est terriblement excitant. Pauvre Lydia Carr, allée si loin par loyauté. Mais franchement, Jane, comment le saviez-vous » Miss Marple sirota son thé. C'étaient des détails, comme toujours. La poche retournée, la petite tache de graisse sur la corde, l'attitude défensive quand on parlait des habitudes de M. Fitch. On se trahit pour des broutilles, ma chère. Et le meurtre, après tout, n'est qu'une aggravation des plus insignifiants mobiles. L'orgueil, la jalousie, la peur. Griselda frissonna. Et pensez aux cloches qui sonnent à la mauvaise heure. Ça me donne la chair de poule. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Oui, mais les cloches n'ont sonné que parce que des mains humaines les ont réglées ainsi. Et finalement, ce ne sont pas les cloches qui ont tué, mais l'orgueil et le secret. Une dernière réflexion. Ce soir-là, dans son cottage, Miss Marple était assise près du feu. Son jardin, bien que baissant les yeux vers l'automne, regorgeait encore de roses tardives. Elle pensait à Rose Hill, à la loyauté désespérée de Lydia, à l'honnêteté tremblante de Madame Denham, à la fuite d'Arthur Howard et à Roland Fitch, maître des autres et victime de son propre orgueil. Elle prit son carnet et écrivit une dernière ligne sous les notes minutieuses qu'elle avait conservées. La nature humaine est la même partout, à Rose Hill, à St. Mary Mead, dans n'importe quel village. Et ce sont les plus petites choses qui révèlent les plus grandes vérités. Elle ferma le livre, posa ses lunettes et plia son tricot. Dehors, les cloches de la petite église Sainte-Marie-Mead sonnèrent à la demi-heure, calmes, sages et inoffensives. Miss Marple sourit. « Voilà, » murmura-t-elle, « comme les cloches devraient sonner. » Et sur ce, elle laissa le feu s'éteindre, satisfaite qu'un autre mystère soit terminé, et que les rythmes tranquilles de la vie du village, aussi trompeurs soient-ils, perdureraient toujours.